Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission qui va vous parler de comics. Grosse surprise, vous disiez peut-être quoi First Print, vous allez pas parler de d'autres choses genre de libellule ou de taxes sur les revenus fonciers? Eh bien non, puisque contrairement effectivement aux dernières émissions que nous avions faites, notamment le spécial Papillon par Corentin, eh bien aujourd'hui on en retourne à la bande dessinée américaine. Et si vous vous demandez mais quel est donc cet humour absurde, c'est simplement que je prépare mon prochain spectacle. Vous êtes tous invités au Cabaret Vert au mois de novembre. Corentin, bienvenue. Je tiens à dire que c'est lapidoptère, en fait, le vrai terme papillon. Oui, le terme scientifique, et encore. Un affreux raccourci, voilà, de mec qui sait pas de quoi il parle. Tout à fait. Bah, je préfère les coléoptères de façon générale, de toute façon. Ouais, moi, je suis un peu plus bravo. comme ça. Mais je ne suis pas bien un mec de droite. Je suis microbiologiste, pas entomologiste. Corentin, tu vas bien? Bah, voilà. Et toi, ça va? Ah, bah, écoute, c'est une réponse franche et sincère, en tout cas. Oui, j'ai on est là, l'impression. mon gars. Attends, tu rigoles? Bah écoute, ça va très bien, je suis ravi de te recevoir une nouvelle fois dans dans une émission First Print. Sympa. Ce n'est que la 280e fois que tu viens dans le podcast, donc ça commence à faire un petit peu de temps, mine de rien. Au bout de ton invité préféré. Mais je crois bien, oui. Je crois bien. Donc aujourd'hui, on vous l'avait dit un petit peu dans le dernier front page, pour lequel je vous présente toutes mes excuses, bien entendu, pour le quota d'humour qui a un peu explosé. Il y a quelqu'un qui nous a dit sur Twitter que j'avais enterré la dignité une bonne fois pour toutes avec la vanne. Mais ça, j'ai pas compris parce que elle était déjà en train de pourrir depuis qu'on a commencé. Ouais, mais là, c'était la vanne Georges Brassens, ça a tué le game, quoi. Tu l'as déterré pour la c'est ça. patate et la laisser pourrir ensuite. C'est ça. Donc, il n'y a plus de dignité dans le monde à cause de cela. Et donc, pour cela, je suis bien obligé de vous présenter mes excuses. Mais donc, je disais, c'est pas grave. On vous avait dit dans ce podcast qu'on ferait un spécial récap sur les annonces, entre guillemets, big news de l'éditeur Panini, parce qu'il y avait énormément de sorties qui étaient annoncées. Et donc, ça prenait trop de temps, en fait, de vous faire un peu le débrief là-dessus. Et ça va nous permettre aussi, avec Corentin, non seulement, pas de lister, on va pas juste faire un listing en disant oh ça j'aime bien et oh ça j'aime pas trop. On va aussi essayer un petit peu parce qu'on n'est pas Gollum. Exactement. Mais parce qu'on va aussi un peu discuter juste de stratégie éditoriale, de dire un peu ce qu'on pense avec cet éditeur qui analyse du marché, inonde le marché quand même. C'est avec donc vous le savez, Panini Comics, Urban Comics et Delcourt forment le trio de tête du marché qui représente à eux seuls plus de 80% du chiffre faits chaque année, et Panini est en tête parce qu'en plus de publier Marvel, comme ils sont un contrat avec Marvel, ils publient Marvel, ils publient Star Wars, ils publient aussi des comics tirés d'autres licences assez fortes. Donc voilà, c'est quand même un éditeur qui sort énormément de bouquins chaque mois. Bien sûr, il ne faut pas tout acheter. Et nous, on essaie toujours de vous dire un petit peu, de vous orienter vers les titres qui nous semblent a priori les plus intéressants dans les publications de Marvel, puisque effectivement, par exemple, n'achetez pas du Amazing Spider-Man par Nick Spencer, on va y revenir un petit peu d'ailleurs, mais on vous conseillera jamais. Mais parfois, quand il y a du Beta Rebuild de Daniel Warren Johnson, ça c'est le genre de choses qu'on a plutôt envie de vous conseiller. Prix ACBD 2022. Exactement. Tout à fait. On ne va pas revenir là-dessus. Mais donc voilà, on vous avait dit que on allait faire cette émission un petit peu spéciale pour débriefer un petit peu tout ça et parler donc un petit peu de comics en France. Et avant toute chose, parce qu'en fait, à l'heure où on enregistre ce podcast et on le met en ligne, sachez que pour les amis du Sud, à Toulouse, il se passe le salon Popcon. Attention, il n'y a pas de billetterie sur place, donc il faut prendre les places en ligne. Mais juste pour vous informer que sur le pôle Comics BD, il y aura Paul Renaud, Olivier Vatine, Thierry Mornay, mais aussi un monsieur sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention qui s'appelle Morad Rani, qui va sortir, en fait, qui va présenter son projet de comics Battalion, un truc avec des héros costumés qui a l'air assez intéressant. En tout cas, moi, ça fait depuis 2020 que j'avais vu les premiers visuels et que je trouvais ça vraiment assez intéressant. Donc, si vous y allez sur place, n'hésitez pas à faire un tour, à lui dire bonjour de notre part et pour vous intéresser à ce projet, donc qui sera un projet en total creator own, totale indépendance. Donc voilà, on vous encourage à y jeter un œil. De toute façon, à l'heure où ce podcast sera mis en ligne, j'aurai sûrement fait un article également sur Comics Blog avec quelques planches dessus. Corentin, donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Allons-y avec une pelle et on fort, et on va commencer par, de façon plus générale. Tu fort avec une pelle, du coup. Ouais, je fais ce que je veux, en fait. C'est ce que, ouais. Voilà, j'ai bloqué là-dessus complètement 2 secondes. Rien à faire. Avec les bras que je me tape, de toute façon, je peux. Oui. Voilà, tu vois, toi-même, tu sais. Mais voilà. Je me mets à l'amende. Complètement. Par-dessus la 3e corde. Alors, les big news. Dans ces big news, ce qu'on a pu noter notamment, et encore une fois, c'est que les omnibus, ça
fonctionne chez l'éditeur. Il y en a quand même en moyenne 2 par mois qui arrivent. Donc les omnibus, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement ces bouquins de très gros format d'une pagination qui va généralement de 600 jusqu'à 1300 pages. Après, de toute façon, il y a plus de reliure, il y a plus rien qui puisse tenir les pages entre elles. Donc c'est des très très gros volumes qui sont pas forcément les plus confortables à lire, il faut le dire aussi, mais ça fait très très bien dans la bibliothèque. Et pour les gens qui manquent de confiance en eux, ça fait un bon substitut. C'est pour ça que moi j'en ai plein. Ouais, c'est pour ça que j'ai ma taille en omnibus littéralement dans ma bibliothèque. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir ce que ils en faisaient pas tellement non plus avant. Et ça fait maintenant, j'ai l'impression depuis 2-3 ans en fait que en fait depuis qu'ils ont commencé à faire je crois que c'était la mort de Spider-Man, la fin du Ultimate de Bendis, et après de faire les Ultimate Spider-Man de Bendis dans ce format-là, ça a quand même pris beaucoup plus d'importance parce qu'ils ont fait vraiment, au départ, se sont concentrés aussi sur pas mal de grandes sagas comme Age of Apocalypse par exemple, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt très bien puisque il continue d'y en avoir. Ah oui, l'accélération est quand même un indicateur clair sur le fait que pas tant accélération que continuation, vraiment à un rythme hyper soutenu. C'est-à-dire que t'as quand même 2 bouquins qui du coup sont aussi très chers, hein, c'est 80 à 100 euros en fonction non, je crois que c'est 70 à 100 euros la pagination en fonction de ouais, c'est ça. Mais de la taille, de rapport prix-page finalement, c'est plus intéressant techniquement, je donc crois. c'est beaucoup de runs, par exemple pour Spider-Man c'est assez logique puisque c'est un personnage qui s'épanouit mieux dans les runs de long terme. celui de Bendis, celui de Strass, celui de Spencer, évidemment, voilà, celui de Dan Slott. Sauf qu'avant, ils faisaient les Marvel Icons, en fait, qui étaient, c'était pas comme leurs intégrales sur papier glacé, mais les Icons, justement, c'était vraiment ces gros volumes, sur papier, mat, du coup, ouais. Papier qui était un peu décrit d'ailleurs pour sa qualité, mais du coup, c'était quand même le rapport quantité-prix était un de leurs plus intéressants, mais c'est une collection qui est en train de s'arrêter. Je crois ils ont vraiment fini quelques runs dedans, mais c'est vraiment plus du tout quelque chose sur lesquels... Tu parles de ce format-là, excuse-moi. Pardon? Les intégrales. Non, justement, je disais que c'était pas comme cela. Okay, les Marvel Icons, c'est comme le Daredevil de Anno Senti et John Romita. Tu vois, les dos noirs, tout en noir. Qui est un peu plus restreint en termes de mais hauteur. Mais qui sont bien épais, mais même le Spider-Man de Straczynski que tu as. Il y avait les Fantastiques de Millar aussi, je crois. Ouais, et Spider-Man de Millar aussi, par exemple. Ouais. Bah voilà. Donc, mais qui ressemble d'ailleurs à peu de choses près en fait à des volumes urbains au final. Quand tu regardes, tu sais, leurs gros comme la saga de Swamp Thing, tu vois, ce genre de très littéralement. Mais du coup, on disparaît un petit peu de ce format-là et parce que on l'avait déjà un petit peu même constaté, c'est cette tendance sur le marché français en fait à aller soit vers des trucs à petit prix, donc ces collections petit prix, ou alors de se diriger au contraire vers des objets, des livres qui sont soit plus beaux et un petit peu plus chers. Donc notamment on a vu quand même que certaines des dernières sorties qui sont toujours ultra travaillées sur la fab de 404 Comics en fait, en tout cas il y a un engouement public. Je sais pas si forcément dans les chiffres ça se manifeste aussi bien, mais il y a un engouement quand même. Et vers cette autre catégorie alors de bouquins très gros et donc très chers, mais qui suscitent un certain engouement aussi. Et puis voilà, comme justement on parlait d'Urban, il y a eu le Urban Limited qui s'est lancé j'allais dire récemment, ces dernières années, qui s'est lancé avec des... Ouais, dans ces bouquins, alors là c'est vraiment du bouquin de collectionneur. Ouais, ça coûte très cher, marquage à chaud, d'eau toilette, etc. Et là on voit qu'il y a on va en parler tout à l'heure, mais il y a un format pareil qui commence à arriver, on en reparle après de caractéristiques ouais. assez comparables en termes de finition et tout. Mais ne va pas trop vite. C'est assez intéressant, effectivement. On en a déjà parlé plusieurs fois, de voir que d'un côté, ils mitraillent sur les collections à petit prix, qui sont là pour le produit d'appel, et pour le gros fan de comics qui justement veut une grande quantité de lecture pour pas cher. D'un côté, t'as la Marvel Library là qui s'est lancée récemment aussi. Mais ça c'est chez Taschen, c'est encore différent. Non, mais c'est pas ça que je pensais. C'est merde, je vais pas m'en souvenir. La Epic Collection. Ouais, c'est ça, la Epic Collection, où pareil, t'as ce rapport prix-page qui est assez impressionnant, imposant, et les omnibus qui effectivement se multiplient. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que Marvel en fait plus qu'avant? Marvel Comics US. Alors je t'avoue que je suis pas assez la production américaine à chaque mois. Enfin, dans les sollicitations, je regarde surtout les single issues qui sortent et plus forcément les albums et omnibus. Après, ils en ont toujours fait parce que je sais que moi-même quand j'achetais que de la VO, quand je prenais que de la VO, tu vois bien que tu sais j'ai les omnibus du Green Lantern de Jones, j'ai le Sandman en omnibus, tout ça. Je te dis ça parce que donc quand moi je cherche ils en ont tout, enfin en tout cas c'est un format qui a toujours été très très apprécié de toute façon aux États-Unis. C'est moins le cas d'ailleurs par exemple Urban n'a toujours pas fait d'omnibus techniquement. Oui, c'est ça, mais enfin je te demande ça parce que si tu veux, moi quand je cherche la compo des omnibus en question, souvent tu les trouves sur les sites
Et si tu tu vois que les éditions parce que suivent souvent les rééditions d'Omnibus Marvel aux États-Unis et retranscrites comme pour le Alien, là tu vois précisément qui est exactement ce qui s'est fait. Ouais, là ils ont repris exactement celui qui avait été fait, effectivement. Merci du coup parce que c'est plus facile à transcrire quand on fait des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais donc oui, en tout cas, après moi si on rentre dans la partie j'aime ou j'aime pas, moi personnellement je trouve que c'est un format qui est quand même assez avantageux au niveau prix, certes, c'est sûr, oui. Par contre, c'est peut-être et qui fait joli dans les librairies, les bibliothèques, ça je te laisse seul juge, parce que personnellement j'en ai pas. Et je trouve que d'ailleurs ça compense pas grand-chose par rapport à la variété qu'on pourrait avoir sur les formats. Ça me semble toujours un peu étouffant, tout c'est très lourd à lire, c'est très lourd à trimballer. Non, mais par contre, tu les trimbales pas. Voilà, c'est ça. Donc, tout l'intérêt de la BD. Surtout qu'en plus, c'est souvent avec des bouquins avec des jaquettes qui sont assez fragiles. Même la reliure et tout ça, au final, c'est des choses que ça veut dire que tu vas, oui, non, clairement, tu ne les transportes pas. C'est une fois dans ta bibliothèque. Tu les prêtes pas non tu plus, peux le sortir. Un pote qui a un dos musclé, quand même. Oui, qui habite pas très loin. Ou qui fait le trajet en voiture, tu vois. Qui cherche des objets pour faire de la fonte. De la muscu, ouais. C'est ça. Tu fais de la muscu, c'est pratique quand même. Tu peux faire des couchés développés là avec des omnibus. C'est ça. En fait, tu lis en parallèle comme ça. Franchement, le lire couché en le prenant comme ça, il faut un sparring quand même parce que si jamais il tombe sur la gueule, tu meurs. En fait. Non, mais tu peux te faire mal au nez. Ouais. Ça, c'est certain. Non, mais du coup, c'est pas très pratique à lire. Ça, c'est clair. Mais par contre, c'est sûr que, t'en as pour quelques heures de lecture quand même, hein. Ça, c'est certain aussi. Sûr, quand ça fait 1200 pages, t'y passes une bonne semaine, facile. Mais quand même si effectivement le rapport, on va dire, quantité-prix, peut se paraître intéressant, c'est quand même une somme qui est conséquente. On parle de 70 à 100 balles, qui fait que dans ton budget mensuel, si on parle vraiment que d'acheter des bandes dessinées, forcément, ça va complètement te niquer le budget que tu aurais pu mettre dans 4-5 autres albums de bande dessinée, dont forcément des indés. Oui, c'est pour ça que la logique de run est plus compréhensible dans ce format-là. Et je pensais aussi par rapport à cette évolution du marché, est-ce que Delcourt, par exemple, n'a pas accéléré le rythme des intégrales qui publiait probablement déjà avant? Tu vois, on a fait quand même l'intégrale de Invincible, l'intégrale de Martha Washington, l'intégrale de Graveyard Book qui arrive, mais ça c'est juste une maxi en 12 numéros. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu Velvet, il y a Criminal aussi. Après là, mais je trouve que c'est encore différent parce que j'ai plus l'impression que c'est une façon pour Delcourt en fait de rentabiliser un fonds qui ne s'est pas forcément vendu, ou qui s'est vendu d'ailleurs, mais qui trouve plus forcément son lectorat dans le format de base parce que les premiers albums se sont vendus quand même il y a très longtemps maintenant, genre il y a 5-10 ans facile. Ouais. Et alors que pour Panini, c'est regrouper tout un truc qui va être acheté de façon comment dire, c'est plus facile en fait de mettre toute une série comme Killraven par exemple à un seul endroit plutôt que de compter sur le fait qu'il y aura l'attrition entre le tome 1 et 2 s'ils le font pas en omnibus. Ouais, et puis je pense qu'il y a pas clairement aussi certaines séries qui n'ont pas forcément grand intérêt en fait à être éditées sous d'autres formats. En fait, c'est-à-dire que par exemple, tu vois comme Heroes Reborn qu'ils ont fait, le vieux Heroes Reborn, il y aurait pas eu de grand intérêt à le vouloir faire en 4 albums, mais surtout qu'en plus personne n'aurait acheté le deuxième, donc non, et puis même par rapport à leur logique de collection, donc t'as quand même les 100% Marvel qui sont donc les albums simples pour sortir des séries récentes. Ouais. T'as les Marvel classiques en fait qui sont les intégrales par année en général ou par personnage qui sont quand même souvent pour des titres assez anciens. Ça démarre des années 60 jusqu'aux années 90, mais t'en as pas encore beaucoup des choses qui sont dédiées justement aux sorties des années 2000, on va dire. Et les Marvel Deluxe, très souvent aussi, c'est surtout pour rééditer aussi dans un format un peu double et qui pour celui-là est quand même le moins intéressant au rapport quantité-prix, mais de choses qui sont sorties souvent en 100% Marvel ou dans la revue Marvel Comics, enfin dans ce qui était les kiosques par exemple. Tout là, ils sont en train d'annoncer, de publier, ils ont commencé à publier maintenant en deluxe les séries des X-Men post House of X, Powers of 10, tu vois. Donc t'as les premiers albums pour X-Men, Marauders, New Mutants, X-Force, ce genre de choses là. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez moderne en fait. Et du coup, quand tu t'intéresses par exemple à Ecstatix qui a été annoncé, donc à Ultimate Spider-Man ou par exemple à Heroes Return, tu te retrouves, je trouve, dans une période d'entre deux qui fit plus vraiment en fait à ce que les collections font déjà, c'est-à-dire que c'est trop récent pour aller dans du Marvel classique parce que c'est pas des classiques. Mais c'est trop vieux pour faire du deluxe parce que en fait on est déjà dans les deluxe, on est plus dans tout ce qui est sorti plus dans les 2010 2020 et
Et je me dis que quand c'est des longues séries, justement, Oui, c'est ça, quand c'est des ce que séries de j'allais long dire, terme, et ben en fait, il y a l'omnibus apparaît peut-être la solution de parce que facilité. voilà, effectivement, quand tu commences Ultimate Spider-Man, si ça te plaît, t'as envie de tout lire, et effectivement, c'est plus simple d'avoir la série en quelques tomes, même s'ils sont énormes, parce que du coup, tu peux avoir l'ensemble du spectre. Pareil pour ça a duré combien de temps avec Statix? C'est plusieurs dizaines de numéros quand même. Ah oui, c'est long. Voilà, donc en fait, effectivement, c'est plus simple de... Surtout que t'as une partie X-Force d'abord, et ensuite t'as tout le Mais je volume, quoi. pense vraiment que ouais, la peur du phénomène d'attrition fait que c'est plus simple pour eux et probablement plus rentable si les gens préfèrent ce format de mettre tout en un seul volume. Parce que J'imagine qu'en termes de... Oui, parce qu'avec des volumes à ce prix-là, le CA, je veux dire, t'as pas besoin d'en vendre beaucoup pour avoir un très gros chiffre d'affaires voilà, dessus, hein, ça c'est sûr. Et puis tu perds pas les gens sur la durée. Pas de blague. Non, j'ai hésité, je me suis dit, c'est ça, tu mets le truc. Ça dépend parce que, enfin, genre sur Ultimate Spider-Man, j'imagine, après, c'est vrai que j'imagine que les gens qui se lancent dans le premier se disent qu'ils vont le faire pour avoir la collection. Mais c'est vrai que sur d'autres albums, ne serait-ce même, par exemple, ils l'ont fait aussi récemment tout le run de Aaron sur Thor. Donc, ils ont fait un album sur Thor et un album sur Jane Foster. Et effectivement, t'en as deux et t'en auras pas d'autres. En fait, c'est vrai que c'est assez rare, je pense, quand tu compiles en omnibus, d'avoir plus que 3 tomes, je pense. Parce que souvent, quand les tomes font 1000 pages en plus, t'as rarement des choses qui vont... Ultimate, il en font en 4. Enfin, t'as le 4e, parce que le 4e, c'est la mort de Spider-Man, qui était, en fait... Ouais, qui était aussi un peu bizarre parce que du coup ils l'ont édité avant. Mais d'ailleurs c'est peut-être celui-là qui a donné, qui vu le succès a donné envie au final de faire toute la série de Ultimate qui elle était déjà, qui était en fait en deluxe déjà, mais dont certains tomes étaient épuisés et plus disponibles à moins de payer une fortune sur les sites de revente, quoi. Tu vois, si on prend par exemple un omnibus que moi j'avais chroniqué pour le site, je crois, qui était Tomb of Dracula. Ouais, ça c'est marrant. Mais ça par contre là par contre c'est parce que c'est vraiment des vieilleries oui, mais qui ont justement moins d'intérêt à être faites en Marvel classique. Ah oui, là c'est sûr. Dans le sens où en fait ça va vraiment parler à une petite niche du lectorat. Ouais. Donc autant mettre tout, tu vois, tu jettes toutes les pages dans un mêlée. Pareil, c'est quand on dit 1300 pages, imaginez-vous bien que c'est vraiment plusieurs dizaines de numéros, quoi. C'est si on considère qu'un numéro fait 25 pages en moyenne, déjà 1000 pages ça fait 40 numéros. Donc pour des runs ou des séries qui n'ont pas duré beaucoup plus que ça ou qui ont duré le double de ça, c'est déjà beaucoup, hein. Voilà, ça fait 2 tomes où vous avez toute une série. Donc ça peut être très bien. Moi je dis voilà, c'est juste un format qui m'intéresse un peu moins. Mais je le trouve quand même supérieur si on doit comparer avec celui dont tu parlais justement tout à l'heure avec le Daredevil de Los Angeles, etc., qui faisait trop... Le Icons, ah ouais, t'aimais pas? Parce que c'était celui qui était... d'Urban, je trouve, en fait. Ouais, alors, faudrait regarder dans l'historique, mais je pense que c'est apparu avant pour le coup. Probablement, mais non, parce que par contre, d'un point de vue justement rapport quantité, enfin jusqu'à ce qu'il y ait forcément des augmentations de prix, mais c'était quand même un qui était assez préféré parce que t'avais quand même 400-500 pages pour une trentaine d'euros et alors que maintenant, genre le Deluxe c'est le 32 € en moyenne pour plutôt 200-300 pages. Donc t'as des prix général de toute façon. Général, mais quand même plus importante chez eux, hein. C'est quand même le point qui est toujours le plus critiqué en général. Le format m'allait pas, je trouvais que c'était trop petit et puis je mets pas cette surtout que c'était pas le papier était pas ouf et surtout que les reliures étaient vraiment pas solides, quoi. Après, genre le Spider-Man qui est chez toi, il part en lambeaux alors qu'il est pas très vieux non plus. C'est hein. quoi, c'est le Spider-Man de Straczynski, le début. En plus, de base c'est pas bien dessiné donc. Oui, mais ça c'est non, ça fait multiplicateur, tu vois. Ouais. Non, mais tu vois, mais quand t'as des bouquins dont les pages, non mais c'est pas beau quand même. D'ailleurs, t'en as certains aussi des gros albums, mais même tu parlais de Martha Washington, tu vois que la reliure, putain, tu peux pas le lire beaucoup de fois parce qu'après le bouquin de toute façon, je pense que même les omnibus qui sont aussi lourds que ça, à un moment donné, tu le lis une fois, 2 fois, et après, dès que tu l'ouvres, ça craquelle un peu, quoi, parce que... Celui sur Sandman, ça va, il est assez correct. Après, celui sur Sandman, c'est une édition super luxe, quand même. Ouais, je crois qu'ils l'avaient bien bossé. On va tout ça pour dire que du coup, dans ces omnibus, qu'est-ce qu'on a quand même? On a le Daredevil de Joe Quesada, période de Marvel Knights. Et ça, c'est plutôt bien. Enfin, c'est un... Comment dirais-je? C'est un surnom, hein. C'est pas que du Joe Quesada dedans, il me semble en tout cas. Donc oui, c'est chouette, c'est la période Marvel Knights effectivement, donc était un des grands achievements de Joe Quesada lorsqu'il avait récupéré un peu les commandes de Marvel. Parce que c'est pas son plus grand achievement quand même. Non, mais enfin en tant qu'éditeur, il a fait beaucoup de trucs, très bien aussi. En tant que dessinateur, c'est surtout vraiment. Bon, pour résumer, voilà, là vous avez effectivement donc le passage de Quesada et Palmiotti, je crois. Oui. Qui donc ont inventé à cet endroit-là le personnage de Echo. Bon, ça voilà, c'est la fameuse scène que vous voyez à la fin c'est la série Hawkeye où le Kingpin se fait plomber la gueule. Et vous avez surtout Daredevil Phaser, donc de Quesada, Mickey et surtout Richard Izanov qui fait les couleurs, qui est pour le coup un des plus beaux volumes de Daredevil que vous pouvez trouver.
Et c'est du Quesada, donc c'est du Daredevil musclé et très noir, très bresson, une lecture que je recommande, même si elle est toujours très périphérique par rapport à ce qui va suivre, parce que juste après Quesada, Palmiotti, c'est Brian Bendis, David Mack, Alex Maliv et plus tard Brubaker. Donc voilà, c'est commencez peut-être par là si vous vous intéressez aux omnibus. D'ailleurs, est-ce que ça existe un omnibus, ces volumes-là? Il y a un omnibus de Daredevil par Bendis ou Pas encore. Non, pas encore. Daredevil de Bendis, ils l'ont fait dans le format Marvel Select, je crois, à l'époque peut-être. Mais Daredevil de Bendis, non, ils en ont fait du Deluxe aussi, je crois, justement. Ouais. Ok. Mais apparemment, il y a aussi l'arc Chemin de Croix de Kevin Smith, qui était l'époque où Kevin Smith, qui donc était très populaire à ce moment-là, était venu faire quelques comics, notamment Daredevil chez Marvel, donc un arc qui parle de la religion chrétienne, avec un éventuel antéchrist que Daredevil doit essayer de débusquer. C'est un peu l'équivalent de Dogma, on va dire, mais en moins con, avec moins de Ben Affleck. Alors que Ben Affleck, Daredevil, eh ben putain, incroyable. Et aussi donc le Punisher qui arrive dans une. Ouais, mais on reste sur les omnibus. On reste sur les omnibus parce qu'en fait, même quand je retrace en fait toutes les annonces qui avaient été faites, on a presque 1 sur 2 qui concerne ce format. Ouais. Donc c'est vraiment Après, comme c'est leur big news, forcément, ils veulent mettre l'accent aussi sur certains gros bouquins. Et puis, il faut pas se leurrer non plus. Le truc, c'est qu'à chaque fin de ces séries d'annonces un petit peu éditorialisées, événementialisées, d'ailleurs, on salue Aurélien Vives, le community manager qui s'occupe de faire ces petits événements. Il y a des phases de précommande qui sont ouvertes parce que justement, c'est des bouquins qui sont prisés et parce qu'il y a des éditions limitées, exclusives à leur site avec des jaquettes alternatives. Bon, ça, c'est vraiment leur tambouille commerciale, on va dire. Tout que parfois, les couvertures sont pas forcément plus jolies sur la variante, mais ça, les goûts et les couleurs, bien entendu. Mais c'est que voilà, il y a eu vraiment énormément d'omnibus parce qu'en plus de celui-là, justement, d'ailleurs, ça va me permettre de m'auto-corriger. Il y a eu un omnibus Ultimate Spider-Man Compendium qui permet de regrouper en fait des mini-séries. Pardon. Alors. Qui regroupe des mini-séries de l'univers Ultimate Spider-Man. C'est ça, enfin, mais accessoires par rapport à la trame principale de Brian Bendis sur Ultimate Spider-Man. C'était bien ça ou pas? J'en ai Est-ce que pas tu as de lu? très grand souvenir. J'avais lu Ultimate Six. Ça, oui. Après, je me souviens plus c'était quoi. C'est Ultimate Doom. Ça, pour le coup, ça me dit rien. Ultimate Mystery. C'est dommage que effectivement je n'ai pas encore terminé mon rereading de Ultimate. Dans mon souvenir, c'est effectivement, comme tu dis, dispensable par rapport à la série principale. Mais bon, voilà, s'il y a des collectionneurs. Ça a l'air vraiment de s'adresser à ceux qui voudront la totale. Oui, c'est ça, ouais. Tu vois, c'est le all inclusive, c'est les 3 tomes principaux, la mort de Spider-Man plus le compagnon pour vraiment dire regarde, ça c'est ma bibliothèque. Ouais. Alors ça reste Bendis. Oui, de tout ça. C'est toujours écrit par Bendis. Dans ce cas-là, oui, c'est pour ceux qui veulent tout le full Spider-Man de Bendis. Le full Bendis package. Exactement. Je pense que même la prochaine annonce qu'ils feront, ils te proposeront d'acheter Bendis. Il vient chez toi, il se pose dans ta bibliothèque. Je suis chaud. À côté faites ça, Panini. Et il faudrait qu'il ait un logo Panini sur le front quand même, sinon c'est pas drôle. Plutôt un logo Marvel ou Spider-Man, c'est quand même plus à ça qu'on l'identifie, quoi. Non, t'es pas d'accord? Je veux qu'il soit un logo Panini. D'accord. Eh bien, écoutez, j'espère que l'éditeur nous écoute et puis comme ça ta demande sera peut-être acceptée. On ne sait pas, on ne sait jamais. À côté de celui-là aussi, on a aussi quelques très belles. Enfin donc. Pour en revenir, tu parlais du tombeau de Dracula juste avant. Donc il y a un autre omnibus qui était annoncé qui s'intéresse aussi à des comics d'horreur du Marvel des années 70 qui s'appelle donc le Marvel Horror qui arrive donc en fin d'année ou début d'année prochaine et qui là en fait regroupe en fait l'ensemble d'histoires qui se sont intéressées à certaines figures de l'épouvante du Marvel de cette période-là qui sont il y a beaucoup zombies en fait, c'était notamment dans la série Tales of the Zombie, donc c'était le zombie. Donc en fait c'est c'est un riche homme qui vit donc en Louisiane et en fait dont le jardinier en fait est amoureux un peu de sa fille. Il essaye de la séduire, voire il l'agresse et du coup le patron le vire et pour se venger, le jardinier en fait le bute et le fait ressusciter avec un rite vaudou pour qu'il devienne un zombie, avec l'espoir au départ en fait d'en avoir un esclave à ses commandes, puisque dans ces rites là en fait le zombie, si tu possèdes un certain objet que t'as avec le rite, je sais plus, c'est une sorte de talisman, en fait tu le contrôles, sauf que bien entendu il va perdre le contrôle et après le zombie erre avec toujours cette question des gens qui vont essayer de prendre le contrôle de lui et lui qui essaye un peu de se rappeler à son humanité, de savoir ce que sa fille est devenue, ce genre de choses là quoi. Donc ça c'est une des grosses parties qu'il y a dedans. Bien. Alors franchement
faut aimer ces comics d'époque. Je sais pas du tout. Non, mais moi, pour le coup, je peux le dire, enfin, j'ai tout lu. Ça arrive parce que je m'occupais juste de l'édito de ce truc-là, quoi. Par contre, t'as pas fini Sandman encore. Non, oui, mais il y en a un, c'est le boulot, et l'autre, c'est aussi le boulot, mais c'était moins urgent. C'est aussi le boulot, ouais. Il y a pas de deadline. Il y avait moins de deadline pour avoir fini. Fallait pas que je lise tout l'omnibus Sandman pour pouvoir regarder la série. C'est ça le truc. Et en fait, donc t'as une autre partie qui est importante aussi, qui est liée au personnage de la momie. T'as aussi le frère Vaudou, donc qui est oui, bien sûr. Vaudou. Et donc les autres personnages, c'est Mordred le Mystique. T'as le golem, c'est très particulier aussi, le golem vivant, parce qu'il y a je crois que c'est celui-là où il y a du Jack Kirby aussi qui est dedans. Ou c'est le colosse vivant, je sais plus, t'as un des deux. Le golem et colosse vivant, je crois qu'il y a du Jack Kirby au scénario, au dessin. En tout cas au dessin. Et t'as des mini-séries aussi, enfin des cours d'histoire sur Gabriel le Devil Hunter et le Scarecrow, donc qui est un personnage qui n'a rien à voir avec celui de DC Comics. Et en fait c'est assez particulier parce que t'as aussi pas mal de numéros notamment de la série Marvel 2-in-1 où en fait ces personnages-là font des team-up avec la Chose. T'as aussi pas mal de rencontres avec soit les Avengers, Doctor Strange et tout ça. Donc ça montre aussi comment ces personnages réussissent un petit peu à être ancrés dans le reste de l'univers Marvel. Et à l'époque aussi, c'était des team-up qui étaient clairement là aussi pour doper les ventes de ces personnages. Et en vrai, c'est à réserver, à mon avis, aux fans de comics vintage, clairement. Aux fans de Tomb of Dracula, certainement. Oui, c'est beaucoup la même période. Ça va. Oui, l'épouvante était revenu à la mode dans les 70s et les comics avaient un peu, c'était calé sur ce créneau-là. C'est l'époque aussi de Werewolf by Night, dans lequel Moon Knight était apparu. Il y a l'un ou l'autre numéro de Werewolf by Night qui sont inclus dedans. Mordred, je crois que j'avais lu un peu ça. C'est pas l'univers un peu Lovecraftien aussi, ce truc-là, avec Cthulhu, je sais pas comment on dit, Cthulhu. Ouais. Et Scarlet Witch qui était dans le coin aussi. Il y a un crossover avec Mordred et les Avengers, justement, en fait, à un moment. Voilà. Puis c'est un truc très arthurien. Mordred, normalement, c'est... Mais autant les numéros qui sont en couleur, en fait, je trouve qu'ils ont un peu vieilli. Mais par contre, la toute première partie sur le zombie, t'as notamment un dessinateur ou encore qui s'appelle Pablo Marcos, qui fait des dessins, c'est dingue, quoi. Ouais. J'ai pas... genre à la Eerie Creepy. Ouais, et puis j'allais dire à la Bernie Wrightson, en fait, tu vois, genre très détaillé, vraiment très, enfin c'est vraiment très beau, quoi. Et ça permet d'avoir quand même une forme de pastille du passé, on va dire. Donc après, par contre, c'est sûr que moi, clairement, est-ce que je l'achèterais de moi-même, parce que c'est pas une période qui m'intéresse plus que ça. Moi non, tu vois. Mais par contre, je conçois l'intérêt qu'ils ont à l'éditer. Par contre, j'imagine que le tombeau de Dracula a bien marché et que c'est pour ça qu'ils le font, parce que sinon, je n'aurais vraiment pas compris pourquoi ils l'auraient sorti comme ça, parce que ça fait un peu, oui, bon, il y a peut-être ça. Non, parce que ça sort même pas en octobre pour Halloween, tu vois, donc je me dis, ouais, j'imagine que tombeau de Dracula a beaucoup marché et qu'il y a une partie des lecteurs qui ont peut-être rencontré ces publications dans leur jeunesse et que ça fait une bonne dose de nostalgie, tu vois. Et parce que on va dire que pour des lecteurs vraiment plus modernes et lectrices plus modernes, enfin plus jeunes, ça ne justifie pas le Dracula, c'est comme là où Blade apparaît. C'est l'histoire où Blade apparaît, tombeau de Dracula. Ouais, mais tu vas pas prendre un omnibus juste pour ça. Non. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, mais il y a des fans de comics comme ça, c'est tout. Oui. Enfin, des fans de comics vintage, comme tu dis, des fans de comics d'horreur, il y en a plein. Puis comme tu dis, enfin comme on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être aussi des séries qui coûtent pas si cher que ça. Enfin, le risk and reward, on va dire, doit pas être très élevé, quoi. Avec toute la trad qu'il y avait à faire sur certains trucs aussi, là franchement je suis pas... Les trades d'époque, ils ont pas édité ça. Non, mais il y avait des trucs qui devaient être il y avait des trucs inédits qui doivent être retraduits, puis t'as beaucoup de textes dans les bonus aussi avec d'ailleurs je salue, c'est Benjamin Villette de Magma qui s'en occupe, qui a fait justement aussi le tombeau de Dracula, justement. Donc il y a de la traduction des nouveaux aussi. Et c'est un sacré volume, donc ça doit quand même coûter un certain budget, donc je sais pas. Moi, j'avoue, j'ai pas trop compris l'annonce de cet omnibus-là. Surtout au milieu des big news, parce que je pense que c'est une niche news plutôt. Ouais, mais après, c'est ça aussi, c'est la question dont ce serait bien d'aller dans les tableaux Excel de chez Panini, c'est de se dire à partir de combien de volumes vendus, en fait, ça devient intéressant pour eux. Si c'est 30, effectivement, je pense qu'il y a 30 mordus de comics vintage en France qui liront ça avec plaisir. Si c'est 500, ça me paraît déjà plus compliqué quand même, parce que je suis pas sûr de trouver 500 acheteurs d'un omnibus Marvel Horror. Après, peut-être que je me trompe, mais... Je pense que tu te trompes. Ah ouais? Tu penses qu'il y aurait plus que 500 personnes prêtes à prendre un Marvel Horror omnibus?
J'ai pas dit que voilà, je pense que tu te trompes, c'est tout. Ah oui, d'accord, tu veux juste dire de façon plus générale. Ouais, oui. Mais peut-être, oui. Par rapport à la vie. Ouais, bah je sais pas. Pourquoi suis-je là? Pourquoi fais-je ce boulot? Je ne sais pas. Parce que les gens doivent savoir que l'omnibus HTR. Ah, bah pas moi je dirais pas celui-là. Ouais, de toute façon, les gens qui sont vraiment passionnés de ça, ils vont l'acheter avec ou sans nous, tu vois. Oui, de toute façon, les gens font leurs achats avec ou sans nous, c'est-à-dire que ils vont dans un magasin, on n'est pas avec eux. Ils vont prendre, voilà, c'est ça, c'est que qu'ils soient à côté ou pas, s'ils veulent de la salade, ils vont prendre de la salade, tu vois. Ouais. Par contre, voilà, pour les autres omnibus, il y en a un qui est très bien, qui est annoncé, qui a fait beaucoup plaisir à pas mal de gens. Oui, c'est l'omnibus Ecstatix. Oui. Pourquoi, effectivement. Qu'est-ce que c'est Ecstatix? Ecstatix, oui, c'est une sorte de version un peu parodique de la X-Force, un peu sous acide par Peter Milligan, qui à l'époque était tout juste sorti, on va dire, de ses grandes années chez Vertigo, où il a beaucoup expérimenté avec les formats et triché avec ce qu'on pouvait considérer comme le normal des comics. Et il a trouvé un partenaire de choix dans la personne de Michael Allred, et Laura Allred, qui est son épouse, sa coloriste de longue date. C'est généralement elle qui colorise quasiment tous ses projets. Alors on a déjà dû en parler plusieurs fois de Michael Allred, évidemment. Il a fait l'album Bowie, Moon Age Daydream, qui a été édité en France récemment. Qui n'est pas un album dédié au chat de Corentin. Non, mais à David. Quelque part si, parce que c'est sa réincarnation, mais c'est un autre débat. C'est pour ça qu'il miaule tout le temps. Exactement, il chante en fait, il fait ses gammes. Il a besoin du coup, il faut le dire que ça marche pas très bien. C'est concert sur concert. Donc oui, voilà, après qui a fait des trucs, qui est pas le mec le plus connu en France, hein, on va pas se mentir. Mais donc voilà, c'est une version parodique qui va effectivement pousser une sorte de contre-lecture de la X-Force d'X-Men en général. Avec un univers beaucoup plus fouillis, beaucoup plus psychédélique, beaucoup plus musical, beaucoup plus Star System. C'est considéré comme une des très grandes lectures justement du Marvel un peu XP, on va dire, de cette période-là. C'était début 2000, non? Enfin, début année 2000, je crois. Non, je crois bien, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc après, qui a été ravivé récemment pour ses 20 ans avec un numéro bonus dont le succès a amorcé une mini-série en plus qui s'appelle Excellent. Ouais. Et tout Ecstatix, va être mis en omnibus. Et a priori, ils vont faire un 100% à côté pour Excellent, si j'ai bientôt compris. C'est ça, ouais. Voilà, donc vous avez tout le Milligan Allred disponible bientôt en France. Ce qui est une super nouvelle quand on sait aussi que Madman de Allred arrive chez Hugin Menin. Ça vient de sortir là, ou alors c'est en train de sortir chez Hugin Menin. Ouais. Voilà, et que Allred travaille avec Mark Russell sur la mini-série Superman là un peu apocalyptique qui a commencé en VO d'ailleurs. Et il ne manque plus que Zombie. Et ouais. Bah toujours pas. Hein. J'ai envie de dire que c'est le moment, les gars. Ouais, mais ça risque d'être quand même toujours. Omnibus, ce sera le premier omnibus de Urban. Non, mais par contre, ce qui est ouf, c'est de voir effectivement que même voilà au début des années 2000, Michael Allred avait déjà un style qui n'a pas bougé, mais qui déjà, que moi je trouve, qui est super beau. Et c'est autant, il fait jamais de double page, tu vois, il fait pas non plus de splash page ou quasiment peu, ou quasiment pas même d'ailleurs. Parce que là, pour l'instant, moi j'ai lu toute la partie X-Force pour l'instant, avant que ça change de nom, justement parce que. Mais c'est dans la narration, dans les découpages, dans les idées, il y a tellement de trucs à chaque numéro. C'est dense en fait, hein. C'est des numéros de 20 pages et quelques, mais tu les ressens plus longs. Tu vois, ça c'est des histoires qui sont compréhensibles par rapport au reste de la carrière de Allred. C'est qu'il a fait des trucs qui sont juste bêtement expérimentaux. X-Ray Robot, qui était un truc qui est sorti il y a 2 ans, je crois, chez Dark Horse, ou même Forager, c'est Bug, Natures of Forager. Ah ouais, ça c'était barré, ça. C'est imbitable. Et en fait, c'est un mec c'est cool. Oui. En fait, c'est un mec qui s'inspire beaucoup de la culture des années 60 pour dessiner et pour créer. Le pop art, mais même aussi, il y avait Artops qui avait été fait chez Vertigo à un moment donné, une super BD d'ailleurs. Ah oui. Sur les flics les flics des peintures en fait, on va dire, qui vont arrêter la Joconde si elle a fraudé la loi ou quoi. Et donc lui s'inspire beaucoup des covers d'albums de rock et de cet univers psychédélique qui est décrit dans les chansons des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds et tout. Donc, d'ailleurs, pareil, dans Madman, il y a aussi toute une présence des beatniks, de la culture un peu hippie, d'avant-garde, etc. Donc, effectivement, c'est vraiment chez Père. Mais je pense, en tout cas, moi, je suis très amoureux de son trait et de ces histoires-là. C'est peut-être l'occasion pour beaucoup de gens d'enfin s'y mettre, parce que j'ai l'impression que Allred, c'est vraiment une rockstar aux États-Unis. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de doute à avoir. Par contre, en France, je pense pas qu'il soit très connu. Peut-être plus un succès d'estime, mais on sait pas si Ecstatic ça fonctionne et Excellent aussi. Peut-être qu'après Urban pourrait éditer. Après, est-ce que DC laisse encore des éditions de trucs Vertigo autres que Sandman ou Preacher, je sais pas. Mais on va dire que oui. Mais du coup, après, Urban pourrait très bien éditer iZombie avec un bandeau par le mec qui a fait Ecstatix, tu vois. Rappelez-vous la série CW.
Non, bah du coup non, mieux vaut pas. Mais après, elle avait son petit succès aussi, quoi. Mais je Alors, ils pense mettront ça sur Chou, les intégrales de Chou chez Delcourt. Rappelez-vous la série avec Zombie CW. la série qui inspire les zombies. Du coup, mais ça n'a rien à voir. Je fais, ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Autre omnibus également, parce qu'on n'a pas fini d'en faire le tour, parce qu'il y en a quand même, je vous l'ai dit, il y en avait beaucoup. On en avait un pour le Ultimate X-Men de Mark Millar. Ton scénariste préféré, Corentin. Oui, mais c'était sa bonne période, Ultimate X-Men. C'était bien, je t'avoue que celui-là, j'ai absolument pas lu. Alors moi, j'ai pas tout lu, hein. Je vous avoue, en fait, il y a beaucoup de trucs là qui vont taper dans les souvenirs un peu de vieux lecteurs, parce qu'il y a clairement aussi, comment dirais-je, bon, on en avait parlé dans le podcast, un front page récemment, justement, l'effet de revamping. Parce que quand une série a atteint 10, 15, 20 ans, on considère que ça y est, c'est devenu un truc culte, même si c'était pas forcément vrai. Les Ultimate X-Men, c'est un peu dans cette catégorie, donc en fait, on va dire que il fait un peu ce qu'il avait fait sur les Ultimate. Donc il va moderniser les X-Men dans un présent qui est le début des années 2000, comme à chaque fois. C'est du coup forcément un peu plus vulgose, t'as des références pop qui sont proportionnelles à l'esprit du moment. C'est aussi un peu plus violent. C'est les frères Kubert qui se relayent, donc Adam et Andy. Donc graphiquement, ça doit être sympa. Bah il était pas encore en forme finale, Andy, si tu veux. Il y a des trucs qui ont beaucoup évolué. Tu vois, là, je te donne un petit exemple. C'est quand même un trait très années 2000. C'est à l'époque où c'est encore un peu plus. C'est surtout la colorisation qui fait très années 2000, quoi. Mais même, tu vois, enfin, les structures corporelles, justement, on est un peu à cette période qui a été traversée par des trucs comme les Uncanny X-Men de Madureira ou l'exagération du trait des 90 qui fait que tous les muscles étaient beaucoup plus gros, toutes les meufs étaient beaucoup plus c'est les séquelles de Heroes Reborn, quoi. Oui, bah oui. Même quand il y avait la GLA de Busiek, où il y avait cet artiste, pareil, qui avait un trait extrêmement toony, on va dire. Donc voilà, ça plaira au Mark Millar du coup, enfin aux fans du Mark Millar du cool de l'époque. Ça fait partie des bonnes lectures de l'univers Ultimate, on va dire. C'est peut-être un peu chargé, un peu moins indispensable que évidemment Ultimate Spider-Man, qui est la meilleure série Ultimate qui a été faite, que Ultimate parce que c'est plus digeste et c'est plus court, ou bien que Ultimate Fantastic Four parce que c'est l'alliance magique de Bendis, Millar et aussi un peu Warren Ellis, voilà. Donc je sais pas si je le recommanderais, mais je pense qu'encore une fois, ça va parler à des gens qui ont découvert l'X-Men à ce moment-là, dans ce format-là, et que ils seront ravis eux d'avoir un omnibus qui complétera un peu parce que c'est quand même pas mal de numéros. Alors je sais pas s'ils se comptent se cantonner au run de Millar, qui me semble ne finit pas toute la série. Ouais, c'est quand même 100 numéros. Donc ça ferait 2 omnibus pour la série complète. Bon ouais, ça vaut le coup si vous êtes amateur de cette période-là, quoi. Par contre, pour la découvrir quand même, moi je considérerais, si vous avez un 100% qui traîne, parce que c'est une écriture quand même très particulière, on n'est pas, si vous avez découvert les X-Men par exemple avec Jonathan Hickman, c'est pas du tout le même. Non, c'est pas le même délire. Non, pas trop, non. Il y a beaucoup de trucs qui changent par rapport à cette fameuse période où l'univers Ultimate permet de mettre en avant des sexualités un peu plus réalistes, on va dire, enfin un spectre sexuel et des identités de genre beaucoup plus réalistes que les comics des années 60. Donc il y a des trucs qui sont modifiés par rapport à tout ça. Il y a voilà un peu plus de gauloiserie par-ci par-là parce que c'est Millar et qu'il aime bien. De gauloiserie, de grivoiserie si tu préfères. Voilà, ouais. Mais c'est très léger. Donc ouais, enfin si vous aimez cette écriture un peu sale gosse, un peu trop cool, bah ouais, ça va. Moi j'aime bien, enfin sans être forcément embarqué. Indispensable. Ouais. Pareil, 80€, moi j'y vais pas, tu vois. Très bien. Et aussi dernières annonces qui ont été faites. Bon alors là on va passer dessus parce qu'il y en a déjà eu un premier. C'est le deuxième omnibus des Aliens The Original Years, donc qui reprend donc tous les comics Aliens de Dark Horse. Avec une belle affiche en plus. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement littéralement la traduction française de l'omnibus Marvel. Donc on a, je vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de trucs, on a du John Byrne sur Earth Angel, du Peter Milligan sur Sacrifice, on a évidemment le Mignola, enfin le fameux couple Mignola-Gibbons sur Salvation, qui est considéré comme... D'ailleurs c'est rigolo, enfin c'est un peu triste de le voir arriver chez Panini comme chez Marvel, parce que c'est vraiment une histoire qui symbolise l'alliance de Dark Horse et de Alien, parce que c'est Mignola, c'est l'artiste vedette, qui d'ailleurs je crois à l'époque venait à peine de lancer Hellboy, ou l'avait pas encore lancé, donc c'était vraiment annonciateur de ce qui allait se passer pour Alien et pour Mignola en fait sur la décennie qui va suivre. C'est quasiment que des histoires des années 93-94. Voilà, on a du John Arcudi et Doug Mahnke, donc les créateurs de The Mask. Pas mal d'artistes qui effectivement avaient l'habitude, même Arcudi un peu partout sur cette édition-là. De ce que j'en comprends et de ce que j'en connais de l'univers Alien, ils ont quand même pris le haut du panier. Et on a effectivement de belles vedettes annoncées ici ou là pour des réinterprétations. Mais parce que tu crois qu'il y a une sélection, c'est pas juste qu'ils ont compilé absolument tout ce que Dark Horse avait publié, ils ont juste dit bah on fait parce que ça va jusqu'à, pour l'instant je crois qu'il y en a 4 hein, des omnibus comme ça. C'est une bonne question en vrai, parce que moi je pense qu'ils ont tout. C'est juste peut-être qu'ils ont très humblement que je ne connais pas du tout les comics Alien.
enfin j'en lis maintenant parce que ça sort chez Marvel, Panini, et qu'il faut qu'on soit au courant. J'en ai lu quelques-uns, les grands trucs des auteurs que j'aime bien. Bah t'en as chez Vastron aussi. Très honnêtement, je pense, ouais, c'est peut-être exhaustif, mais en même temps, il y a combien d'années d'exploitation d'Alien, parce que s'ils font genre par tranche de 2 ans à chaque, parce que là, c'est vraiment 93-94. S'ils font par tranche de 2 ans à chaque fois, ça va durer quand même très très longtemps cette série Omnibus. Bah tant qu'il y a des gens qui prennent. Ouais. Je dis, aux États-Unis, on a déjà eu 4, hein, donc c'est. Ouais, ça, là, c'est The Original Years. Après, ils peuvent faire The Modern Years ou autre chose Years, The Golden Years. Ouais, bah faudrait voir à partir de s'il n'y a pas eu une pause aussi à un moment dans les publications chez Dark Horse, parce que j'imagine que la Alien Exploitation a fini par s'arrêter un petit peu. Oui, celle-là, oui. Par contre, la Alien versus Predator Exploitation. En même temps, je dis ça, il y a plein de trucs qui pourront pas rééditer parce qu'il y a énormément de crossover. Ouais. Avec Batman notamment, avec la Justice League. T'as une série où la Justice League est transformée en Predator et tout. Enfin, c'est vraiment débile. Mais bref. Donc oui, bah en tout cas, si vous aimez Alien. Et pour terminer, donc, l'omnibus indispensable, celui qu'on vous recommandera évidemment. Le retour des héros. Yes, c'est l'omnibus, donc, Heroes Reborn The Return, ou Heroes Reborn Le Retour en VF, donc, qui fait suite à l'omnibus. Ou Heroes Return d'ailleurs, oui, merci. Qui fait donc suite, évidemment, à l'omnibus Heroes Reborn, qui est sorti, je crois, cette année peut-être, et ou c'était l'année dernière, je m'en rappelle plus. Une très bonne préface. Voilà. Une excellente préface, effectivement. Par un mec qui a fait de la traduction aussi, je crois, à côté. Ouais, je sais pas. Un mec plutôt carré. J'aime bien, moi. Écoute, j'ai jamais vu si elle avait été, j'ai jamais vu cette préface au final. C'est vrai que dans l'industrie, tu connais pas ça? Non. Bah, bravo, Arnaud, rédacteur en chef. Non, mais effectivement, j'avais fait la préface de cet omnibus de l'enfer. C'était une anomalie. Souvenez-vous. Mais je sais pas si cette phrase elle est passée. Je l'ai jamais vue en vrai, donc je sais pas si ma première phrase est restée. Où effectivement j'expliquais que Heroes Reborn c'est une anomalie dans le paysage éditorial et dans l'histoire de Marvel. Pourquoi? Parce que c'est la seule fois où Marvel a délégué la production de ses comics à un studio qui n'était pas le leur, c'est-à-dire c'était au trublion de Image Comics, donc qui était parti en claquant la porte pour fonder Image, et sachant que Marvel était un peu en situation de banqueroute, était pas forcément dans le bien à ce moment-là, avec ses meilleurs dessinateurs qui étaient partis, ils avaient décidé de leur confier le sort de Captain America, des Fantastic Four, de Thor et de Iron Man, voilà. Avec donc du Jim Lee, du Mark Silvestri, du Rob Liefeld. Le fameux même Captain America qui a une poitrine hypertrophiée, ça vient de là, pour ceux qui voient pas. Et surtout, mais ça avait aussi créé certains soucis parce que en fait, donc dans l'histoire, l'univers, en fait, ces héros-là se retrouvent dans un micro-univers de poche, en fait, qui sera donc cet univers de Heroes Reborn, et donc avec ce qui permet d'avoir une histoire qui se déroule en dehors de la précédente continuité. Sauf que ça avait mis fin aussi à des séries qui étaient en cours et qui étaient appréciées, notamment du côté de Captain America par Mark Waid et Ron Garnet, je crois. Un jeune Ron Garnet, mais qui était déjà talentueux. Et ça a duré donc une bonne année en fait, avec 12 numéros pour chacun. Les numéros 13 de chaque série, c'était un crossover avec Wildstorm, je crois, à l'époque. Et au final, ça a donné, vu que ça n'a pas forcément la merde. Alors déjà, qualitativement, effectivement, personnellement, moi je trouve que c'est horrible, mais même Jim Lee, je trouve que les dessins sont pas, je trouve que vraiment les dessins c'est le pire de tout ce qui a été fait dans les revenge dress des artistes qui s'étaient barrés, quoi. C'était un mode genre, vous voyez, on s'est barré, du coup vous n'êtes rien sans nous, la preuve, vous voyez, vous venez nous chercher. Pourtant, c'est des artistes qui sont bons. Enfin, je veux dire que Jimmy, il y a plein de choses que j'aime. Wise Portacio, il y a aussi pas mal de choses que je trouve non, mais je comprends. Non, mais moi je comprends. Enfin, je comprends parfois qu'on aime certaines périodes et certaines esthétique de cette période-là, mais appliqué à l'univers Marvel, appliqué aux intrigues, surtout que les intrigues sont vraiment pas très intéressantes. C'est pas des scénaristes de formation, que ça se voyait sur leur série à eux. Donc, c'est pour ça que... D'accord, attends, Todd McFarlane, Mark Silvestri, je les adore. Jim Lee, j'ai eu ma période Jim Lee comme tout mec qui se met aux comics, mais là c'est que tu sens que c'est rushé, tu sens qu'ils savent. Je sais plus s'ils avaient mis en pause leur propre série en fait pour faire Heroes Reborn chez Image, parce que c'est peut-être ça qui a fait que la multiplication. Puis c'était les couleurs de Malibu à l'époque. Il y avait plein de studios en fait, il y avait plein de studios effectivement. Ils déléguaient la colorisation à ceux qui étaient dans leur studio aussi. Et bref, après ça, il y a donc eu Heroes Return effectivement, qui est l'annulation en fait là on sort du Pocket Universe. On t'explique que ça a eu lieu après la bataille contre Onslaught
Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Que c'est donc le fils Richards qui en fait a créé cette dimension de poche, et les Celestials qui sont donc les créateurs des univers normalement et des réalités sont pas très contents en fait qu'un gamin puisse faire ça, va le voir et lui dit, enfin vont voir les héros Marvel et disent il faut que on annule soit la continuité principale de 616, soit l'univers de poche, vous décidez. Et donc il va falloir rapatrier en fait tous les personnages d'univers de poche dans la réalité normale. Et après ça, évidemment, du coup, les pouvoirs de Franklin s'étant révélés, on va Dr. Doom va essayer de le choper. Enfin, c'est assez anecdotique à mon avis. Mais encore une fois, comme Heroes Reborn, si vous vous intéressez à l'histoire des comics, de la même façon qu'il y en a qui adorent, je sais pas, des films vraiment affreux parce qu'ils représentent la mort d'un truc, la mort d'un style, la mort d'une époque, ou alors que c'est vraiment juste des objets tellement bizarres et rares que ça, comme je sais pas, Plan 9 from Outer Space, qui est un peu considéré comme, voilà, qui est considéré comme le nanar ultime, le grand-père de tous les nanars affreux et tout. Bah, quelque part, Heroes Reborn, c'était un peu ça pour les comics des années 90. Enfin, j'exagère, il y a eu bien pire à l'époque, hein, mais ce que je veux dire, c'est au niveau industriel, c'était tellement une catastrophe que voilà, bah, Heroes Reborn, c'est la suite vendu, et l'annulation de la catastrophe. Oui, ça s'est vendu. Ça s'est quand même vendu, hein. Mais c'est vrai que maintenant, avec le retour, après, et encore, c'est notre point de vue. Il y en a qui adorent réellement cette période-là parce que c'était extravagant, je pense que c'est très générationnel. Ça a explosé. Non, mais je pense qu'effectivement, hein, je pense que c'est assez générationnel. Mais voilà. Donc là, c'est la suite qui compile, bah voilà, toute cette période-là qui a permis après de relancer, notamment. Parce que c'est même une période qui a vu des séries historiques qui avaient des numérotations à 3 chiffres. Revenir au numéro 1. C'est un premier relaunch de cette taille-là, justement, sur des séries aussi. Genre Avengers, c'était ça, quoi. Avengers, c'est reparti au numéro 1 à ce moment-là. Déjà, même les séries des Heroes Reborn, c'était des numéros 1. Oui, mais il y avait pas d'Avengers. C'était vraiment la fin de la parenthèse, quoi. En fait, on va oublier tranquillement Heroes Reborn et considérer que... Je me demande si c'est d'ailleurs des gens dans Iron Man et ce genre de choses-là, est-ce qu'ils prennent les 12 numéros, enfin les 13 numéros Heroes Reborn dans leur numérotation Legacy, si tu ça vois. les arrange pour non, c'est ça, bah ils ont ça comme soupape, ils peuvent gérer, quoi. Donc ça, pareil, c'est sûr que moi c'est pas quelque chose que je recommanderais parce que c'est vraiment pas Mais d'ailleurs, juste ça n'a pas, enfin ça a précipité la banqueroute quand même, Heroes Reborn, parce que ça leur a coûté cher aussi de sous-traiter à Image, enfin, aux boîtes postales d'Image Comics. C'était après 1998. Mais il y avait un ensemble de facteurs parce que tu avais aussi toute la bulle spéculative avec le fait qu'ils ont, voilà, qu'on a cru que les comics allaient devenir de réels objets de collection. Donc, avec la multiplication aussi, tu sais, des covers à effet mais il y avait tellement de enfin, il y a les covers 3D. Il y avait un truc avec les trading cards. Il y avait aussi un truc avec des rachats des réseaux de distribution avec, Heroes World peut-être, je crois, et avant que Diamond, du coup, justement 25 ans de Diamond, c'était justement à la fin de cette période-là que Diamond a émergé comme le distributeur majoritaire au final. Pour assainir le marché. En définitive, après ça, Toy Biz rachète et c'est là que Perlmutter rentre dans la boucle et puis blablabla, le reste n'est que littérature. C'est ça. Donc voilà, donc c'est des moments d'histoire qui restent importants, qui feront sûrement plaisir à ces fans-là. Mais c'est vrai que si comme nous, vous n'êtes pas fan des années 90, vous n'avez pas grande raison de vous intéresser à ça. Lisez la préface, en fait, du coup, et le reste de l'album. C'est ça, encore. Vous pouvez le prêter à un ami. Voilà, donc ça, c'était vraiment le tour un petit peu des gros pavés qui ont été, les gros pavasses là, qui vont vous niquer votre compte en banque, mais on vous oriente plutôt vers, on va dire, Ecstatix, Attends, mais Kill Raven, c'est pas un omnibus? Kill Raven, non, c'est dans du Marvel classique. Ok, d'accord. C'est une intégrale. Mais justement, voilà, ça, c'est le problème des intégrales qui, je voulais juste dire qu'on orientait plutôt vers le Daredevil, Marvel Knights et Ecstatix. Qui t'en choisir? Bah, Ultimate Compendium. Bon. Non, bah, ça reste accessoire. Je te dis, le problème, c'est que j'aurais dû prendre le temps de relire toutes les mini-séries pour vous donner un avis plus éclairé, mais Bendis, à l'époque, c'était le grand Bendis, donc, The Great One. Il faut lire tout Ultimate Spider-Man par Bendis jusqu'à Miles. Parce que c'est simplement le meilleur truc Spider-Man qui soit jamais fait, à mon humble et courageux avis. D'accord. Ouais, c'est ça, on peut faire un petit tour du côté des Marvel classiques qui est aussi un petit peu mise en avant. Donc c'est leurs intégrales qui sont entre 32 et 36 euros. Maintenant, je crois que c'est 36 euros le prix arbitraire en fait. Donc c'est assez cher quand même. Ça fait partie de leurs albums les plus chers par rapport à la pagination et qui permettent en fait de regrouper par année les aventures des personnages publiés. Ouais. Donc là, en l'occurrence, il y a une intégrale qui était annoncée pour Ant-Man. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Ant-Man Giant Man, puisque ça confond en fait les deux incarnations, les deux manifestations des pouvoirs de Hank Pym. Donc voilà, qui a priori va remonter jusqu'à Tales to Astonish parce que la première série Ant-Man tombe beaucoup plus tard que ce qui nous est présenté en termes de cover dans le visuel qu'a utilisé Panini Comics.
Bon, qu'est-ce que tu veux rajouter? C'est Stanley, c'est Kirby, c'est les chaussons, quoi. C'est les années 60, accident de laboratoire, les fourmis, l'homme géant. C'est vraiment, encore une fois, pour les fans de cette période, voilà, cette école de style de dessin, de narration. C'est pas aussi palpitant que des récits modernes, si on préfère les récits modernes avec des arcs scénaristiques et tout. Donc ça participe à une forme de devoir de mémoire. Mais moi en plus je trouve que je pense que c'est donc aussi ce qui est important, l'endoctrinement, mais parce que quand j'étais gamin et qu'on allait à Carrefour ou dans les dans les bibliothèques, justement, le format Marvel classique, je l'associe vraiment justement à cette découverte des dessins de Kirby, à cette découverte des premières histoires de super-héros avec un numéro, une aventure et tout. Et je trouve vraiment tout ça très charmant. Pour les gamins, à mon avis, ça fait carrément le boulot, quoi. Mais après, moi, c'est plus, ce qui est important pour moi par rapport à ce que je disais juste sur cet aspect un petit peu devoir de mémoire, c'est le plus intéressant pour moi que ces albums soient pris par des bibliothèques. Parce que je sais que moi, à titre personnel, ma découverte de Spider-Man en comics, c'était vraiment les intégrales de cette collection, oui, c'est ça, année par année, où j'ai fait les 62, 63, parce que du coup ma bibliothèque donc dans petit village à côté de Strasbourg, Vandenheim, si tu m'entends, il y avait mais le mec qui était préposé au rayon BD, c'était un gros fan de comics aussi, et du coup il les prenait, et je sais que bah voilà, t'avais toutes les intégrales à l'époque qui étaient sorties, je sais pas, c'était peut-être 63 à 67, et parfait à lire, c'était vraiment chouette. Captain America, j'avais découvert Batroc quand j'étais petit là-dedans, tu vois. Et il y avait une espèce d'effet un peu vitrifié sur le papier, on va dire. Ouais, c'est un papier glacé, en fait. Papier glacé, c'est ça, ouais. Mais qui est critiqué aujourd'hui, en fait, par beaucoup. Bah, je l'ai critiqué aussi, mais avec le recul, je te dis, ça participe. Mais peut-être que c'est vraiment parce que c'est un souvenir de lecture d'ado, tu vois. On a des bons souvenirs, en fait, avec ce format-là, et que ça nous a pas dérangé à l'époque. Après, on a grandi, on a découvert ce que c'était qu'un vrai papier, plus mat et tout. Mais finalement, ouais, ça, comment dirais-je, c'est un bon pot-au-feu, tu vois. Il y a ce côté, ça existe depuis qu'on est gosse. De temps en temps, on y retourne. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé. Ça rappelle des bons souvenirs, les vacances m'aimaient, etc., tu vois. Ouais. Mais alors, par contre, ils ont annoncé un volume d'une intégrale qui sera l'analogie la plus pourrie de la Terre. Ouais, mais c'est pas grave, t'es pas doué là-dedans. Tu peux pas être c'est pas comme un jardinier, tu veux dire. Tu peux pas être un esthète de la poésie comme moi, c'est ce que oui, c'est sûr. Voilà. On va se rappeler du précédent podcast, du coup, les analogies d'Arnaud. Donc. Une intégrale de Killraven. Oui, alors bon. Alors moi, là, j'y vais vraiment en full honnêteté. Je viens à toi, je me présente nu, et je te dis, mais qu'est-ce que c'est donc que Killraven, Corentin? Alors Killraven, c'est un personnage qui apparaît dans les 70s. Donc à l'époque où on n'a pas encore transitionné totalement, parce que Star Wars n'est pas passé par là, vers le space opéra moderne, on va dire. C'est de la science-fiction, hein, voilà, qui raconte un peu comment les Martiens, un petit peu comme les Martiens de la Guerre des Mondes, finissent par envahir la Terre, et ce coup-ci, ils y arrivent. Et donc les humains sont réduits en esclavage, voilà, à différents endroits de l'univers, et les Martiens, parce que ce sont des gens très rigolos, décident d'organiser des combats de gladiateurs avec des guerriers humains qui ont été endoctrinés. C'est le futur, mais c'est en 2018 que ça se passe, donc c'est encore une fois rétro-nostalgique, machin. Enfin, en tout cas pour nous maintenant, c'est rétro-nostalgique. C'est rétro-futuriste, pardon, je dis n'importe quoi. Donc ça commence vraiment comme une saga de science-fiction, j'ai envie de dire un peu à la Kirby, justement, tu vois, si t'as lu le 2001 de Kirby, c'est un peu le même délire, c'est le côté super pop, super coloré, aliens, robots, tentaculaires, costumes de l'espace qui sont juste des pyjamas et des scaphandriers, tu vois. Et Killraven lui-même, en fait, c'est un gladiateur, à la Spartacus, c'est-à-dire qu'il va essayer de libérer les esclaves. Donc c'est ça que ça commence comme ça, on va dire. Et puis intervient en cours d'aventure un certain Don McGregor, et avec un artiste qui s'appelait à l'époque seulement Craig Russell et qui sera plus tard connu sous le nom de P. Craig Russell, grand ami de Neil Gaiman, grand adaptateur de Neil Gaiman, grand dessinateur des nouvelles de Neil Gaiman. Et les deux en fait vont donner une sensibilité beaucoup plus dramatique, enfin non, beaucoup plus antique surtout, c'est-à-dire que c'est des personnages beaucoup plus chargés, shakespeariens. Il y a plus de gravité, il y a plus d'amour aussi, il y a plus de romance, ça devient. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se déplacer, parce que là... Ouais, la gravité c'est très dur, ouais, parce que ils pèsent plus lourd, parce que c'est voilà. Donc ça commence là, ça y est, c'est la première. Hein. Donc voilà, il y a aussi un côté beaucoup plus littéraire. Ça quand même, il faut le noter. C'est un truc qui a vraiment marqué son époque pour les gens qui l'ont lu, parce qu'évidemment comme toi, je suis pas un expert de cette. Mais je pense que ça a dû être publié dans des Strange Nova ou des trucs comme ça, des éditions Lug. Hein. C'est pour ça que ça c'est le costume d'un alien par exemple, tu vois. Donc ça, et pareil, le costume de Killraven lui-même, qui est très rétro, vraiment, c'est
ça ferait un très bon film de James Gunn si c'était une comédie, tu vois. Et donc régulièrement, voilà, des passages en prose qui viennent compléter la narration, un dessin de Russell qui va synthétiser un peu la science-fiction, le côté antique, le côté aventure, le côté pulp beaucoup, et lui donner beaucoup plus de charme, beaucoup plus d'énergie. Donc c'est considéré comme un des grands moments des comics SF de Marvel de cette période-là. Ça fait très He-Man un peu aussi dans l'image. Il y a de ça, c'est les couleurs aussi fluo comme ça, les couleurs flashy, il y a effectivement. Mais c'est vraiment pas, enfin c'est risqué, je pense, pas risqué, non, c'est pas risqué, ou courageux, je sais pas. Je crois que si c'est comme je l'imagine a été publié aux éditions Lug et tout ça, je pense qu'il y a encore un bon terreau de lecteurs encore en vie qui seront ravis mais moi, je pense que je vais reprendre. Je pense que je vais le choper même. Je t'avoue que ça m'intéresse un peu, ça m'intrigue, tu vois. Et puis effectivement, McGregor, Russell, tu vois. Puis il y a quand même une vraie évolution au cours de la série, tu vois, par rapport à ces formes-là qui sont effectivement beaucoup plus science-fiction, beaucoup plus psyché, beaucoup plus He-Man, barbaresque un peu, mais spatial avec cette palette chromatique qui veut absolument rien dire. Barbaresque ou barbarellesque? Exact. Mais joli, Arnaud. Tu vois? Joli. En vérité, la BD Barbarella était en noir et blanc puis en bichromatique. D'accord. Ouais. Je t'aime quand même. Donc ça marche moins. Mais non, mais ça marche très bien grâce à Jane Fonda. Donc voilà, moi je suis curieux et je trouve ça effectivement assez cool parce qu'on a quand même beaucoup d'annonces de mecs en slip avec des gros biscottos et des pistolets. Ouais, c'est ça, et des trucs pas très intéressants, enfin pas tout le temps intéressants, parce que on va vite fait passer dessus aussi, mais en allant du côté ensuite des 100% Marvel, où en fait l'éditeur fait une accélération un petit peu de son retard de publication sur les titres, notamment Spider-Man Amazing Spider-Man de Nick Spencer et Avengers de Jason Aaron, en faisant des albums à une pagination qui est beaucoup plus importante, à 300-400 pages, mais qui restera donc dans le format 100%, ce qui est parce que c'est le format de publication des albums en librairie des précédents tomes, donc ils n'allaient pas faire une autre fabrication, sinon ça fait une collection qui est complètement dépareillée. Encore que moi je me rappelle très bien que dans le quand j'achetais tout le Batman de Scott Snyder New 52 en VO, tous les 3 hardcovers ça changeait de jaquette, de trade dressing, ce qu'on appelle comme ça, et que du coup ta collection est complètement dépareillée parce qu'ils changent la charte graphique en fait tous les 3 ans, tu vois. Donc j'ai envie de dire que ça pourrait, je sais pas, ils pourraient le faire aussi là, au final. Qu'est-ce que ça change? Mais surtout que c'est des séries qui sont vraiment pas ouf en fait. Donc après je comprends que ceux qui veulent vraiment les suivre en librairie, qui se sont investis dedans, il reste plus beaucoup non plus de tomes à faire, encore que Spencer c'est terminé, Aaron c'est toujours pas fini, et ça devrait se terminer en VO l'année prochaine. Ouais. Ça devrait se terminer avec Avengers Assemble l'année prochaine, mais c'est à dire qu'il reste, il y aura quand même à chaque fois en tout cas, si on restait dans la tomaison des TPB, je crois que aux États-Unis, le Spencer, ça se finit avec le TPB volume 15 ou 16. Donc là, ils vont, vu qu'ils en compilent 3 ensemble et qu'ils vont sûrement faire ça pour les trucs, ça permettra de finir à je dire, je sais pas, 9-10 albums, mais avec quand même des tomes qui vont aussi, l'apparence, là, je pense que c'est là qu'ils ont, que c'est pas bien joué, c'est que apparemment, ça va quand même coûter une 30aine d'euros. Ce qui aussi, du coup, le truc, c'est que là, t'as une comparaison équivalente avec le format de luxe, qui est quand même plus grand, avec un meilleur papier et tout ça. Et donc, je pense que là, il faudrait les vendre à 25 balles facile, en fait, tu vois. Mais le truc, c'est que du coup, l'écart, par rapport aux tomes normaux qui sont entre 18 et 20 euros, là aussi, je veux dire, là, ils sont dans une logistique, en fait, où c'est leur propre tarification qui leur pose problème. Et ouais, je pense que ça va coincer. Je suis vraiment pas sûr que, autant il y a ceux qui suivent en librairie vont apprécier peut-être juste l'accélération pour pas avoir trop de retard par rapport à la VO, même s'il est déjà énorme. Ouais. Autant je trouve que là, en termes de politique tarifaire, il y avait un truc à jouer qu'ils ont pas fait, quoi. Oui, puis là, j'ai vraiment aucun avis professionnel à donner là-dessus. Juste ne les achetez pas, c'est pas bien, quoi. c'est plus vrai. À la limite, c'est vrai que si les séries étaient cool, pourquoi pas. Mais alors vraiment, le Spider-Man de Spencer, c'était en plus le tome qui va sortir. Enfin, encore il y a pas de Panini dans la vie, donc. En plus, ouais. Argent, quoi. Non, mais en plus, le truc c'est que le tome de Spencer, c'est toute la période qui couvre le pré Last Remains là, qui était quand le Kindred commence vraiment à se manifester. Et du coup, c'est nul, quoi. C'est la période où il a son nouveau costume, là, où il bosse un peu. Enfin, ou alors c'est juste avant, je sais plus. Enfin, attends, parce que j'avais fait le listing de quelle période ça comprend. Et vraiment, c'est une des parties les pires de son run, en fait. Ça, où vraiment, il est en automatique, vraiment naze, quoi. Et du coup, bon, bref. C'est dommage, parce que Last Remains, ça commence à s'améliorer un peu, puis après, ça retombe. Et après, enfin, le truc, c'est qu'une fois que t'as lu Last Remains, en fait,
il y a de nouveau une période où tu t'en fous un peu, mais par contre tu veux juste savoir qui est Kindred et t'attendras donc la fin pour avoir la révélation, qui de toute façon était pas non plus ouf quoi. Le moment avec Kraven, c'est quand? C'est déjà publié. Hein. Ouais. C'était Hunted, c'était le tome le 4 seul ou 5. truc un peu bien que j'ai lu de ce run-là. Oh, et Hunted, tu trouves? Ah ouais, moi je trouvais ça naze. Bah, je trouvais ça cool, le côté on va buter des braconniers et tout, mais Ouais. après ça m'a duré quelques, tu vois, je saurais même pas te dire exactement comment ça finit. Mais ouais, non, c'est pas des bons runs, quoi. Et puis Aaron, encore une fois, il a fait des trucs quand même meilleurs à côté. Là, on parlait d'Aaron, bah, il y a quand même le Punisher Ouais, il y a son Punisher Aaron, qui démarre, ouais. Et Jesus Saiz et Paolo Zacchetta qui arrive. Ça, c'est une excellente lecture. Ouais. Pour contexte, on en avait déjà parlé en Back Issues VO, c'est donc le Punisher qui devient le chef de la main, le clan ninja. The Hand. The Hand, voilà, les ennemis de Daredevil / les alliés de Daredevil selon les volumes, qui vont essayer d'en faire un samouraï qui doit renoncer aux armes à feu, etc. Et qui lui promettent, enfin, qui l'appâtent avec un truc avec quelque chose qui est important, dont il avait besoin depuis longtemps, on va dire, pour pas spoiler. Et c'est très bien dessiné, donc c'est 2 dessinateurs, un par période. Voilà, ça tue, enfin c'est littéralement d'ailleurs. C'est violent, c'est incarné, c'est du bon Punisher Max à l'ancienne. Et c'est... Alors normalement la série va durer que 12-13 numéros, je crois. Mais en fait, ça me paraît peu probable parce que... 12, ouais. Parce que déjà, quand on voit ce qui se présage dans le Daredevil de Zdarsky, enfin ce qui se présage, ce qui est en train d'arriver, à mon avis, il y a des plans en fait à long terme. C'est pas... Tu sais, on croyait que ce serait peut-être la série qui mettrait fin au Punisher ouais, mais pour esquiver le problème du logo, des fachos et tout. Et en fait, à mon avis, non, c'est le début d'une nouvelle période, quoi. Et bah, c'est très bien. Voilà, je vous conseille cette lecture-là, en l'occurrence. Ouais, non, ça a l'air effectivement. Enfin, non, c'est vrai que le début du run était assez convaincant. Par contre, tu sais qu'il y a aussi, ils font des one-shots Punisher War... Stories? Non, War Stories ou War Journal? War Journal, ouais. Pardon, ouais. Mais ce qui seront, a priori, j'imagine qu'ils auront un tome à part, ce qui est un peu dommage. Je pense que ça aurait été bien, je pense que ce serait bien de les inclure dedans, mais ils l'ont pas noté, donc je crois que c'est... Ouais, elles sont pas dinguissimes non plus. Ouais, mais c'est juste histoire d'avoir tout en même temps. Du petit Web of Venom. Ouais, c'est ça. Mais sans l'intérêt sur l'intrigue principale. Je crois que les Web of Venom, par contre, sont intégrés dans les albums Venom de... Ah ouais, bah oui, c'est Nick Cage, logique, parce qu'ils sont indispensables. Donc, ouais. Enfin, donc voilà, donc ça, c'est plutôt dans les séries 100% qui sont plutôt intéressantes. Ce sera plus celle-là que son Avengers, sachant qu'ils vont aussi faire le crossover Banner of War en tomes séparés du Hulk et de Donny Cates, oui. et du il y a même Daniel Warren Johnson qui et du Thor de Donny Cates en fait, effectivement, qui vient coécrire un petit numéro. Bon, malgré tout l'amour que j'ai pour le Thor de Donny Cates et le Hulk de Donny Cates, c'est vraiment un truc de gamin là pour le coup. C'est vraiment un peu concon et la fin particulièrement est très coconne. Donc de toute façon, je pense que c'est pareil, ça je peux vous dire ne le lisez pas, mais vous allez le lire juste pour être bien dans être à jour, ouais. Voilà, dans les 2 runs, on va dire. Puis c'est lui qui s'amuse à faire mumuse avec les 2 séries qu'il a en ce moment. C'est très ricain, on va dire. Dans l'idée, c'est très ricain. D'accord. Ouais. Et alors Carnage, qu'est-ce qu'il a, Carnage? Tu l'aimes bien, Carnage? Bouf. Oh, ça dépend. Parce qu'il y aura la nouvelle série Carnage de Ramvi qui arrivera. Ouais, pareil qu'on avait chroniqué dans un Back Issues VO, donc le premier numéro, qui est une fausse piste en fait d'ailleurs, enfin sans trop en dire. Donc oui, effectivement, Gladius Cassidy n'est plus là, mais Carnage lui est encore là. Il se cherche un nouveau porteur, enfin un nouvel humain susceptible de l'accueillir en lui. Au départ, ça part un peu comme un truc à la Hannibal, et en fait, c'est plus inspiré par Seven. C'est pas mal. Il faut aimer le trait. C'est Mana au dessin? Francesco Mana, ouais. Il faut aimer plus Francesco Mana. Francesco Mana, j'ai bien lu. Qui, donc voilà, c'est sympathique. Pour moi, c'est pas un indispensable. Pas pour l'instant, en tout cas. D'accord, ouais. Ils ont aussi annoncé des titres en rapport avec Black Panther. Ouais. Avec du Namor, notamment. Donc, ça, il faut en parler. L'intégralité en deluxe de la série Namor, The First Mutant de Stuart Moore et Ariel Olivetti. Oui. Ça, c'est bien, ça? Alors. C'est compliqué. En fait, c'est bien ou pas bien, on va dire que ça va vraiment dérouter les gens sur le point de vue du style graphique. Donc c'est une série qui a 10 ans maintenant, qui raconte un petit peu comment Namor, donc le roi d'Atlantide, va faire face à une sorte d'épidémie de mutants, de vampires, Atlante, et qui va effectivement se lier à la série des mutants. Bon, on s'en souvient beaucoup pour les magnifiques covers de Jaeli, voilà, notamment celle-ci qui est effectivement très jolie. Par contre, le dessin, il a un problème, c'est que il est extrêmement particulier.
C'est Ariel Olivetti, c'est un mec qu'on pourrait qualifier de précurseur en numérique. Il y a des fois c'est très joli, il y a des fois c'est déroutant en fait. C'est moi vraiment le terme que j'ai envie d'employer. Olivetti, on pourrait le considérer comme une sorte d'héritier indirect de Corben dans l'usage des couleurs pour faire du faussement réaliste. Par contre là, sous l'eau, ça a le défaut d'avoir des fonds inexistants, des structures de visage ou de corps qui puis vraiment des effets de copier-coller, tu vois. Je dirais qu'il a juste décalqué des photos de la faune sous-marine avec des techniques de dessin 3D qui sont extrêmement je vais pas dire moches parce que c'est l'appréciation artistique. Mais donc voilà, Namor arrive dans le film, il faut trouver des trucs un peu faciles d'accès et qui soient des mini ou des maxi-séries dans lesquelles le lecteur pourrait se retrouver. N'étant pas un expert de Namor, j'aurais effectivement du mal à vous dire qu'est-ce qu'ils auraient pu prendre d'autre. Mais celui-ci, faut le feuilleter un peu avant quand même. Enfin, ce que je vous décris là, vous imaginez un truc affreux, ça peut vous plaire, y a pas de raison, tu vois. C'est une question de goût, on va dire. Sinon, scénaristiquement, c'est très sympathique. Ouais. Parce qu'il y a une mini-série que j'ai lue moi il y a pas si longtemps sur Namor qui s'appelle The Depth. C'est par Peter Milligan et Zad Ribic. Et c'est vraiment une Zad Ribic, il a fait du Namor? Ouais. Waouh, un truc de ouf. Ouais, et c'est en fait Namor est quasiment pas dedans en fait. L'histoire, c'est une expédition c'est un peu une aventure à la Lovecraft, tu sais, ça démarre un peu comme les montagnes hallucinées avec une expédition qui recherche une autre qui est portée manquante, sauf qu'en fait c'est dans un sous-marin quoi, parce que justement Namor est présenté comme une forme de légende que personne n'a vue et limite un monstre en fait, et du coup c'est en allant enquêter sous les profondeurs que l'équipage commence à avoir des visions, ils commencent à péter un câble, ils sont en huis clos, et est-ce que Namor est là ou pas, est-ce qu'il apparaît vraiment, puis l'équipage du sous-marin commence à mourir et tout ça, donc vraiment ambiance claustrophobe de ouf et très très angoissante, et qui est superbement illustrée, donc ça par contre ça fait vraiment partie, c'était à l'époque Marvel Knights, en plus c'était une mini-série Marvel Knights. Juste tant qu'on en a parlé de ça, le Namor de John Byrne, il l'avait fait ou pas? J'en ai aucune idée, là je l'ai pas. Du coup ça doit être ce qui s'est fait de plus agréable à l'œil. Je sais que La Roca avait fait du Namor aussi, mais après peut-être que c'est un peu tendax aussi celui de Byrne. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, si on regarde un peu la liste des comics Namor historiques de chez Marvel, il n'y a pas effectivement 150. Il n'y a pas 12 000, oui, il n'y a pas eu 12 000 volumes. C'est pas du tout Aquaman, il a pas eu autant de, enfin, remarque, Aquaman, il n'y a pas non plus 40 milliards de séries, mais c'est pas du tout un personnage aussi connu, et malgré son ancienneté, j'imagine effectivement que The First Mutant doit être, puis là, voilà, tu mets la cover de Jay Lee, les gens vont au moins être curieux, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc aussi du Black Panther, on va avoir une édition intégrale du run de Adlin, qui voit notamment Shuri prendre le costume de Black Panther, donc ça forcément à mon avis et c'est un putain de bon volume ça pour le coup. Ouais. Tout le Black Panther de Adlin, il faut le lire de toute façon. Ce qu'il avait fait avant avec Romita Junior. Oui, mais le premier arc en fait a déjà été édité plein de fois en Marvel Deluxe, en truc comme ça. C'est la réécriture des origines, puisque c'est là qu'intervient notre ami Martin Freeman, Everett Ross. Ouais. Voilà, Attends, Everett Ross, il était pas déjà dans celui de... Non, mais en fait, le série commence par un briefing. Il fait un briefing sur le Black Panther au Pentagone, je crois. Parce qu'il était déjà dans celui de Christopher Priest. Hein, oui, mais là, c'est le lien qu'on va dire qui est plus logique avec le fait que ça devient l'agent officiel pour tout ce qui est Wakanda. Et donc, il fait un briefing, il explique que T'Chaka a croisé Captain America, qui lui a pété la gueule. Puis tu vois T'Challa qui revient au pays, il y a l'hérité, etc. C'est un truc qui a inspiré en partie le film de Coogler. Et ensuite, effectivement, Romita Junior n'était plus là. Super histoire d'ailleurs au début avec Batroc aussi et le Rhino, où le Rhino dit à Batroc les Français on a dû vous sauver le cul pendant la Seconde Guerre mondiale parce que les nazis machin, et Batroc lui répond mais en même temps nous on a financé votre révolution à la con, bande de gueux. Et c'est vraiment c'est le truc vraiment le plus français qui ait jamais été écrit dans un comics, je pense. Donc là effectivement on arrive, et en plus c'est bien parce que c'est une histoire qui est à Namor, dans les premières pages il a un petit rôle à jouer, avec des dessins qui sont sympathiques pour l'époque, qui sont très années 2000 Marvel. Ken Lashley notamment. Shuri va devenir le Black Panther, pas parce que T'Challa est mort, mais parce qu'il est dans le coma. Et effectivement une alliance de vilains avec Doctor Doom, de personnages un peu gris qui font une proposition à T'Challa qui refuse, et partant de là ils vont se venger. Bon, je vais pas trop en dire. Encore une fois, il faut aimer ce dessin, mais il est beaucoup plus conventionnel en comics que ce que je viens de vous décrire par rapport à Ariel Olivetti. Une bonne histoire, moi je suis content qu'elle ressorte. Voilà, c'est la fin de cette phrase. Yes.
Et pour finir un peu juste le tour d'horizon donc des sorties Marvel, il y a aussi eu une annonce qui était assez importante et sur laquelle personnellement je reste un peu dubitatif. C'est cette fameuse collection Marvel Visionaries qui démarre avec cette idée de mettre le focus donc sur les créateurs et donc avec 2 premiers albums qui sont annoncés, l'un consacré à Stan Lee et l'autre à Steve Ditko. Et c'est pareil, c'est de l'album c'est avec du tirage limité à 1000 exemplaires. Ouais. Chaque copie est numérotée, truc objet très luxueux et tout ça, et qui s'adresse a priori vraiment aux collectionneurs. Et toi-même dans ton article sur comicsblog.fr, tu faisais un comparatif, on le disait en début de podcast, à Urban Limited. Bah oui, bah là c'est la cover simili-cuir, un peu comme ton Sandman d'ailleurs, je suis en train de me dire. Le marquage à chaud, tous ces trucs-là qui font très joli à mettre sur un descriptif de librairie. Mais derrière, effectivement, donc, alors l'avantage c'est que ça va pas forcément aller que dans l'évidence. C'est-à-dire qu'ils disent Marvel Visionaries, tu pourrais te dire oui, ça va encore être Amazing Fantasy 15 et tout. Bon, là pour le Ditko, on va avoir du Incredible Hulk 6, Spider-Man 31-33, enfin Amazing Spider-Man 31-33, Daredevil 162. Voilà, il y a quand même évidemment Amazing Fantasy, mais 7, 10, 12, 13 et 14. Et là, en plus, le twist, c'est que c'est Amazing Adulte Fantasy. Oui, parce que ça avait changé de titre plusieurs fois. Ouais. Donc voilà, enfin, ça a pas l'air de juste prendre, évidemment, les numéros 1 ou les premiers pas les premières apparitions de chaque personnage. Plutôt les meilleurs numéros. Ils vont prendre le flex artistique, ou alors les moments où son style a vraiment évolué. Et c'est basé, en fait, sur une collection américaine qui, encore une fois, c'est de la transcription stricto sensu. Donc une collection qui a aussi fait du Claremont, ce serait pas un peu intéressant d'avoir ça. Il y a eu du Byrne aussi, je crois. Là, Stan Lee, Steve Ditko, bon évidemment, c'est parce qu'on a toujours les années anniversaires de Spider-Man et de Doctor Strange. Oui, et puis des Avengers, de tous les personnages qui sont nés en fait entre 61 et 63, ça permet de faire beaucoup d'anniversaires à la suite. Hein. C'est clair, c'est un peu comme tu sais les personnages apparus en 1940, 1941, 1942 chez DC en fait. Bah oui, bien sûr. Régulièrement. Donc là, voilà, et pour Stan Lee, on aura du Fantastic Four 11, Fantastic Four Annual 3, Amazing Spider-Man 96-98. J'ai pas regardé à chaque fois à quoi correspondait. Ils ont annoncé un prix ou pas? Je pense que ça va pas être donné. 50 € environ. Ouais, c'est ça. Bah, c'est moins cher que Urban Limited pour le coup. Mais par contre, il me semble que c'est plus cher que les éditions VO. Ah. Qui doit être dans les 40, je crois. Donc, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de collections en ce moment, en fait. Bah c'est ça, c'est ce que ça risque pas aussi de confuser encore plus le lectorat à force de multiplier les collections, puisque on a d'un côté donc on a dit qu'on avait les 100%, les Deluxe, les Omnibus, les Icons, mais qui existent quand même toujours dans les rayons, on va dire. Tu as maintenant les Visionaries qui arrivent, t'as les trucs à petit prix qui sont là, t'as aussi tout ce qui est soft cover parce qu'on continue aussi à publier Inferno, Reign of X et tout ça, et Marvel Comics de façon mensuelle. Et ouais, c'est ça, c'est ce format un petit peu plus de luxe, plus on va dire artiste orienté, je sais pas si elle est non, de toute façon elle n'est jamais nécessaire parce qu'on parle d'un truc de consommation et d'une offre en fait hein, non là en l'occurrence c'est vraiment rendre hommage aux gens qui ont fait les BD. Si vous avez un choix, mais bon, non, mais si vous avez un choix à faire, si vous êtes passionné par ce sujet, vous pouvez vous passer de lire le Nick Spencer ou Aaron et mettre de la thune là-dedans. Moi, c'est vraiment, en fait, c'est l'écart de prix. Oui, bah, ça, de toute façon, tu peux toujours te passer de lire le Nick Spencer. Le prix plancher sur sur League of Comics Geeks qui liste, du coup, les albums Visionaries en VO, c'est vraiment 34,99. Bon, alors, évidemment. Bah, alors après, faut voir, alors, doit y avoir une différence, voilà. Ça, mais personne les oblige à faire ça, hein. Moi, je suis bah non, mais parce que en simili-cuir, hein. Bien sûr, mais parce qu'au prix à 34,90, ils se mettent en concurrence avec les intégrales classiques, avec les trucs comme ça, où tu dis, et du coup, il y a rien à jouer justement sur l'intérêt de pourquoi en fait on fait cette collection. Mais le problème, c'est que la transformation du marché, pour moi, elle justifie pas. Enfin, c'est pas une après, ça restera des beaux objets, j'imagine. Sachant que c'est que 1000 exemplaires aussi, donc le côté aussi qu'ils le fassent en limité. En plus, avec tous ces effets de fab, justifie que le prix soit augmenté, mais bon. Et le problème, c'est que. C'est du collector. Par exemple, si t'es pas prêt à mettre cette somme-là, ou que tu t'en fous, effectivement, si tu t'en fous. Si tu veux juste lire le contenu éditorial ou la sélection qui sont prévus. Bah, après, tu peux le retrouver ailleurs, tous ces numéros, non? Bah ouais, mais après, il y a quand même un travail de recherche éditoriale, de contextualisation, de présentation
Enfin, j'imagine. Après, je n'ai pas lu les versions VO, mais c'est pas juste des numéros mis bout à bout quand même. J'en sais rien, je t'avoue. Pareil, tu vois, genre les couvertures, ça le dit de quoi, elle est plutôt jolie en VO. La couverture qu'ils ont choisie là en noir et rouge, ça fait très austère justement pour un truc qui rend hommage aux auteurs. Bah, ça pas fait... austère, mais il y a une forme de sobriété dans la simplicité qu'ils essaient de chercher en tout cas. De faire vraiment l'ouvrage un peu qui en impose par son minimalisme, tu vois. Mais tu vois, justement, c'est marrant parce que ça, c'est la jaquette. La jaquette, le rabat de la jaquette reprend la cover VO. Et ça fait plus cheap kid, tu vois, comme en VO, alors que ça fait beaucoup plus genre un peu bouquin de frimeur, je trouve, en VF. Bah, en même temps, ça a l'air d'être un peu une collection de frimeurs, hein. Bah, moi, il y a un truc qui m'intéresse, tu vois, pareil, la Kirby qui est assez jolie, quoi, que le Doom est vraiment colorisé bizarrement. La bouche Kema m'intéresserait, enfin, la bouche Kema, pardon, m'intéresserait, la bouche Kema. On dirait une danse. Ou voilà, tous les Kirby m'intéresseraient. Enfin, en fait, moi, cette collection-là, je pense que ça s'adresse plutôt à des gens comme toi et moi, ou des passionnés de comics qui ont envie, voilà, de voir ce que les chercheurs de Marvel ont trouvé comme une sorte de chronologie des grands numéros ou des numéros importants, pas forcément pour la continuité ou la chronologie, mais pour l'évolution du style d'un artiste ou la manifestation de son style. Et le problème, c'est que voilà, avec cette espèce d'effet dont on parlait au début de podcast, de la raréfaction des offres pour les collectionneurs qui ont les moyens, enfin des prix bas en fait, tu vois, c'est énervant. Il y a de moins en moins de prix bas pour les passionnés de BD. C'est si tu veux un bel album, enfin un album intéressant, tu vas devoir le payer de plus en plus cher. Ou alors tu lis du 100%, quoi. Et ça. Après ça, c'est comme dit, le fait que ce soit limité ça fait que ça reste. On est dans du marché de collecteurs et donc de collectionneurs donc pas du tout avenant. Mais là, t'oublies un truc, c'est que personne les a obligés à faire ça. J'insiste. Ah mais personne ne va obliger personne à les acheter non plus. Hein. Oui, mais on dirait que c'est une évidence. Bah oui, mais justement, c'est-à-dire que tu te trouves d'un marché. S'il y a peut-être plus de 2000 personnes qui pourraient être intéressées par ce type de bouquin, mais qui vont pas avoir envie de mettre 50 balles, tu vois. Enfin. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que c'est une évidence pour toi que genre, ouais, mais t'as vu, ils font tout ça, donc du coup, c'est normal de monter le prix. Mais ils pourraient juste faire un album normal sans tous ces gimmicks de fabrication. Mais pour le truc plus accessible, en fait, c'est pour ça qu'il y a la Epic Collection en parallèle, en fait. J'ai oublié de la lister avant, d'ailleurs. Mais tu vois. Pareil, c'est des runs, la Epic Collection. Enfin, c'est des runs, il y a l'effet morceau choisi, mais, enfin, la mort de Capitaine Stacy, c'est pas, c'est très dirigé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais disons que je pense que c'est non, mais je vois le côté, mais enfin, pour le formuler plus clairement, moi j'aurais bien aimé acheter, enfin, cette collection là m'intéresse, on va dire, même si c'est encore une collection de plus, mais pas à ce prix là. Voilà, simplement je trouve ça trop cher pour ce que c'est, et je trouve qu'encore une fois on gonfle artificiellement en fait le prix en rajoutant des trucs dont que personne n'a demandé, quoi. Ouais, mais après, c'est parce que t'as ce côté de livre. En fait, c'est ce que je te disais en début de ce podcast où on est prêt à investir un peu plus, justement, pour des bouquins qui sont plus soignés sur la fab. Et après, alors, est-ce que ça justifie de passer à ce genre de tranche de prix? Non, et en tout cas, ça se discute parce qu'il faut voir aussi le coût, en fait, de fab, d'autant plus avec. C'est vrai qu'en plus de dire, mais ça, c'est quelque chose que je peux dire même à d'autres éditeurs, mais là, c'est particulier parce que c'est quand même un éditeur qui produit énormément, hein, forcément. Mais de dire, effectivement, est-ce qu'on a besoin aussi de vouloir faire des bouquins là-dedans, alors qu'on est aussi dans une période de crise où on sait que de toute façon, tous les matériaux sont pas disponibles, ça, justement, ça coûte, ou alors les prix ont doublé, ou triplé, donc forcément, ça doit se répercuter après sur le prix de vente. Et est-ce que c'est bien, oui, c'est ça, est-ce que c'est bien raisonnable? Mais après, le fait est, là, pour le coup, est vraiment là, par contre, en me mettant à la place d'un directeur marketing, de me dire que le fait que ce soit extra, parce que 1000 exemplaires, c'est quand même pas énorme non plus. Non, c'est sûr, ouais. Il y a ce côté-là, et numéroté en plus, ce côté-là fait qu'à mon avis, ça peut driver de façon assez artificielle les quelques 1000 personnes qui, effectivement, je pense, en France, je pense qu'il y en a 1000 pour le coup, des gens passionnés de Stanley et Steve Ditko qui seront prêts à se payer un bouquin qui, ouais, effectivement, c'est comme la Hellboy, la Library Edition de Dark Horse. Delcourt a fait les mêmes, hein. Donc, t'as accès au Hellboy au format cartonné normal, à petit prix. Et à prix standard. Et si tu veux te la raconter, tu peux prendre la Hellboy, édition, couverture avec c'est pas de la toile, du tape. Non, mais qui frime avec ses BD, tu vois? Quand tu viens, non, mais quand tu viens chez des gens. Ouais, quand tu viens chez Arnaud, par exemple. Voilà. C'est le bordel. Oui, c'est le bordel. Il y a des BD partout. Oui, mais. De toute taille, de toute couleur. Oui, bien sûr. Jamais rangé. Ça pue.
il y a un chat qui vient, il le torture devant toi. N'importe quoi. Aucun respect des animaux. N'importe quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu sais les mettre, c'est vrai que moi, c'est trop le bordel, donc je peux pas forcément les mettre, mais à l'époque, quand les hauts des étagères sont pas débordés, en fait, tu vois qu'il y a des bouquins plus grands que tu mets et que tu exposes parce qu'ils sont plus jolis qu'une édition de tirage de tête de Shangri-La ou l'édition or et noir, tu vois, de Carbone et Silicium. Elles sont jolies. Et le Wednesday Comics, il est magnifique en termes de bouquins. Et donc, ce genre de livre-là, ça peut être... On les distingue à peine, hein, quand même. Oui, mais parce que là, il y a trop... DC Comics. Oui, mais parce qu'il y a trop de trucs, on est d'accord, parce que c'est trop le bordel. Mais je veux dire, au-delà de ça, si t'as une bibliothèque un peu mieux rangée, tu peux choisir aussi certains albums que tu peux, parce que ça reste aussi des objets d'exposition après, en fait. Oui, non, mais ça, j'en ai bien conscience. Et alors oui, personne se la pète, enfin, personne va dire, hey, tu viens chez moi, tu veux venir voir ma bibliothèque. Genre personne fait ça, jamais, tu vois. Mais par contre, pour pécho. Ouais, c'est ça, t'imagines. Hey, j'ai des gros livres. Hey, j'ai le Taschen DC Comics, c'est Marvel Comics Library. Tu veux sortir avec moi, hein? Super. Non, personne fait ça. Enfin, j'espère quand même. Mais par contre, t'invites enfin, ouais, il y a des gens qui passent et tout ça. C'est bien exposé, bien présenté. Ça fera forcément déjà, si c'est des bibliophiles et tout ça, ça fera toujours un petit, t'as ça, tu vois. Et, bah oui, ça fait partie, voilà, les gens, tu peux kiffer les beaux bouquins. Bah non, mais vraiment. Le Sandman, hein, oulala. Ah bah le Sandman, franchement, il est stylé. Je sais que toi tu l'aimes pas, mais la couverture simili-cuir, le fait que toutes les planches ont le revêtement noir, du coup ça fait un bouquin qui est tout black et tout ça. Enfin, non, il y a franchement l'édition, elle est soignée, elle est soin, on dit, je dirais même. Et du coup, bah clairement. C'est des gentrifiés Sandman. Mais n'importe quoi. Mais du coup, là par contre effectivement. Je suis chez WAM comme ça, mes colocs qui sont pas là, je ramène une meuf, paf, je sors le Sandman sur la table. T'as vu la série Netflix? Du coup, attends, je vais montrer, est-ce que c'est un vrai? Non, mais pas. Non. Le bouquin, il est trop beau, frère. Mais non, mais justement, tu fais l'air de rien, tu le poses sur la table du séjour, l'air de rien, et là elle fait, oh, mais c'est un ami du Sandman que t'as là, ou t'es content de me voir. Oui, tu sais. Trop fort rien. Voilà, c'est ça. Je suis collector. Tu au début, ça fait. Dit que c'est par Guiman. Voilà, c'est mon pote, on s'appelle, on fait les bouffes. Est-ce que tu veux un peu de brandy maintenant? Mais tu vois ce que je veux dire? Un alcool de luxe, le brandy. Ouais, j'en sais rien, moi, je bois pas d'alcool. Mais, Qu'est-ce que tu viens de dire? Un mensonge peut-être. Voilà. Mais tu vois ce que juste te dire, juste sur le côté un peu objet de collection aussi de ces bouquins qui voilà sur un marché de niche et qui mais c'est comme je veux dire Urban Limited aussi, ça n'a pas besoin d'exister techniquement. Oh, mais dans ce cas-là tu vas chez ton imprimeur, tu fais imprimer la couverture, tu prends un cadre et tu le mets au-dessus de ta bibliothèque et les fait elle-même, tu vois, enfin. Ah bah non. Mais c'est des livres, c'est fait pour être lu. Oui. C'est pas des statuettes. Mais si, t'avais vu en plus ce truc, on est en train de complètement diverger sur la fin de ce podcast. Les faux bouquins. Hein. Les faux bouquins pour influenceurs, machin. Ça abject. Qui servent vraiment pour le coup. Abject, vraiment. Ben moi aussi. Mais si c'était vrai, parce que, à limite, des vrais bouquins, parce que t'as tout ce rayon quand même des beaux livres. Les livres d'art, les livres machin, qui sont clairement des livres que tu lis de temps en temps, mais sinon tu les poses comme ça sur ta table basse avec du verre en dessous, et ça fait bien. Parce que tu fais, t'as tout l'art de Van Gogh, et tu fais, sympathique. Moi, j'ai pas les moyens d'avoir ce genre de caprice de riche, en fait. Mais parce que ça s'adresse à une partie plus fortunée du lectorat de base, bien sûr. Vraiment, les bouquins, il faut les lire. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Donc, lisez vos livres, arrêtez de les poser bêtement. On les distingue même plus et de foutre du bordel devant avec des Batmobile Lego, là. Critique pas mon bordel. Même imaginons que c'est vrai, quand même, la cover qu'ils ont pris pour le Ditko, je trouve qu'elle est même pas spécialement attrayante en tant qu'objet de déco, tu vois. Ouais. Rouge et noir, je vois, c'est complémentaire. C'est un peu Stendhal, quoi, tu vois. Oh, quand même, le rouge et le noir, tu vois. Non, mais oui, franchement, j'avais la référence. T'avais la ref? Ouais. Je sais pas, peut-être, je me rappelle jamais si t'as fait une fac littéraire ou pas, mais. Bien sûr. Avec la Cosette, là. La fameuse. Et puis Jean Valjean. J'arrive même pas à rentrer dans la blague, j'en peux plus. Bon, alors. Et la dernière, le dernier point, c'est quand même l'unique annonce indé de tous ces big news et qui est quand même le Made in Korea. C'est la seule? Il y a pas eu d'autres annonces indé, non? Ouais, en même temps, Panini, hein. Ils en font pas des masses. Donc, Made in Korea de Jeremy Holt et de George Scholl. Oui. Voilà. Très bien. De quoi ça parle? Ah, pardon. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Je suis là pour ça, en fait. Ça parle d'un monde futuriste, un peu inspiré par Real Humans ou un peu Carbone et Silicium, si on veut, dans lequel, en fait, les familles ont du mal à avoir des enfants, enfin, les familles infertiles, on va dire. Les couples
qui n'arrivent pas à se reproduire, à projeter un enfant. Comment on dit? Putain, mais je perds mes mots là, c'est des couples qui n'arrivent pas à avoir un enfant voilà, de façon naturelle ou assistée. Et ben, ils peuvent acheter un petit robot qui simule en fait un enfant avec une IA censée se limiter au stade de l'enfance. Un ingénieur coréen qui travaille dans une de ces usines, une de ces manufactures d'enfants artificiels, va créer un algorithme qui en fait remplace l'IA statique par une IA exponentielle. Et donc en fait, il la met dans un enfant, enfin dans un faux enfant, qui va être acheté par un couple dont la mère dont la femme est asiatique, elle est chinoise, et dont le père est américain, et ils vivent un mode de vie très WASP, banlieue américaine un peu blindée avec une maison et tout. Donc le point de départ c'est ça. Ensuite on va suivre un petit peu l'évolution de la petite, qui effectivement est à la fois un robot parce qu'elle peut lire des tonnes de pages et tout comprendre, tout interpréter. Elle a un schéma d'analyse littéraire d'ailleurs qui est très développé. Et en même temps, on voit que les parents comprennent qu'elle est très en avance sur d'autres robots et essaient de la mettre à l'école. Donc voilà, elle va aller à l'école. Pour l'instant, là, l'ingénieur, lui, qui a donc violé les règles de son entreprise en insérant l'algorithme, se fait virer et va essayer de retrouver le robot aux États-Unis pour l'observer, parce qu'en fait, lui, c'est une expérience à ciel ouvert, entre guillemets. Il veut voir comment elle se comporte dans le monde social et compagnie. Donc, c'est un truc qui, au départ, t'apparaît comme une sorte de repompe de plein de grandes œuvres que t'as déjà vues ou lues, comme Real Humans, effectivement, mais pas que. Et un petit peu Pinocchio aussi, il y a même des références très, très évidentes par rapport à ça. Ça parle du dialogue entre l'Asie et l'Occident, à la fois sur le plan, justement, d'évolution technique, mais aussi sur le plan des flux migratoires et de l'adoption d'enfants asiatiques par des couples américains, enfin nord-américains. Parce que justement Jeremy Holt lui-même est en fait alors d'origine vietnamienne, je crois, peut-être coréenne aussi en fait, qui a été adopté en fait par des parents américains. Donc il y a aussi une part de biographie ou de sensibilité biographique à l'intérieur. C'est une très bonne histoire qui arrive par son rythme et la douceur de ce qu'elle convoque à éviter pas mal de pièges. Tu vois, c'est pas Blade Runner, c'est pas Robocop, c'est même pas Gun, tu vois, c'est vraiment ça parle plus de la parentalité, d'avoir un enfant surdoué, de comment l'humain en fait est parfaitement capable de se laisser berner par une IA si celle-ci est capable de communiquer une émotion. Donc c'est aussi quelque part une BD un peu lanceuse d'alerte, parce que tu vois, là il y a beaucoup d'études qui sont menées sur le sujet aux États-Unis, mais pas que, où on voit, tu sais, même les Japonais, ils ont inventé une sorte de petite peluche qui ressemble à un pingouin un peu. Et en fait, quand tu fais des études sur les processus chimiques du cerveau, tu vois que l'humain arrive parfaitement à se laisser berner. Et en fait, il se dit, quand la créature lui envoie des signaux positifs, genre, par exemple, il la caresse et la créature fait une sorte de bruit qui signifie merci ou je t'aime et tout. Le cerveau, en fait, comme toi avec un Tamagotchi ou quand tu vois ton Pikachu qui tressaute de joie dans Pokémon Jaune, tu te dis, ouais, trop bien, il m'aime et tout. Alors qu'en fait, il y a rien, c'est juste de la virtualité. Donc ça parle un petit peu de ça parle un petit peu effectivement du côté scientifique, est-ce qu'ils vont pas aller trop loin un jour et créer vraiment une IA qui va finir par rendre l'être humain obsolète. Et c'est très bien dessiné, c'est super cool, je vous la conseille évidemment, et c'est d'ailleurs pareil un choix de BD pour de l'indé en France qui est assez surprenant. Quand on avait fait la news aux États-Unis, en VO, je m'attendais pas à ce que ce soit adapté chez Panini, parce que par rapport à leur offre indé habituelle, on n'est pas du tout là-dedans. Donc ils ont quand même fait Goodnight Paradise, hein. Donc ils ont quand même quelques titres indés. Ouais, après est-ce que Dysart c'est pas un mec plus connu que Holt quand même? Alors très certainement oui. Paradise, il savait qu'il allait avoir des prix, enfin en tout cas des sélections. Qui dit que celui-là aura pas une sélection? Je sais pas, oui, non, c'est pas idiot du tout effectivement, mais je pensais plutôt, tu sais, au fait qu'ils ont des trucs un peu plus polar, un peu plus musclés, un peu plus hollywoodien, ou même souvent des grands auteurs comme Lemire ou Ennis. Donc ouais. Non, moi je serais curieux de savoir qui a choisi qui a demandé à pas une critique, hein, moi je suis content. Voilà, c'est un bon album. Très bien. Très bien. Bah, écoute, Quentin, on a fini ce débrief. Une conclusion un petit peu sur ces annonces ou pas? Bah alors, sur le contenu proprement dit, vous avez dû voir que j'ai dû être un peu mesuré par rapport à pas mal d'albums. C'est pour une raison toute bête. C'est déjà effectivement le format omnibus, moi, n'est pas un truc que je consomme avec plaisir.
et le fait que Panini doit composer avec l'actualité de Marvel, qui est pas toujours un truc ultra reluisant. Là, Namor sort, on sait pas quoi éditer. Le Banner of War, c'est forcément un événement parce que c'est Tony Cates, mais en même temps, bon, c'est pas non plus incroyable. Bon, ça, l'édition qu'ils en font fait que c'est pas vraiment un événement en soi. Hein. Oui, en plus, oui. Mais après, voilà, il y a tout. On l'a pas évoqué les trucs par rapport à l'anniversaire des Vengeurs, aux crossovers qui vont. Le crossover de Mark Greenwald qui vont éditer, qui parle qui allégorise un peu la guerre, la première guerre du Golfe, avec entre les Shi'ar et les Kree, je crois. Enfin, j'ai oublié le nom de ce projet-là, qui était intéressant. Donc en fait, c'est une bonne visualisation du spectre des possibles chez Panini, avec effectivement beaucoup d'offres d'offres qui sont à la fois avantageuses pour le lecteur en termes de pages et qui symbolisent bien effectivement la fragmentation du marché entre le 100% qui va être le truc réservé aux lecteurs qui veulent être à jour, qui lisent régulièrement, qui sont dans l'actualité de ce qui sort. Le format omnibus qui là, je pense, c'est peut-être même plus grand public au sens où il permet d'avoir tout très vite et pour un prix qui reste donc rentable en termes de quantité et qui en même temps, pour beaucoup de vieux lecteurs qui ont lâché Marvel à un moment donné, comme par exemple pour les séries de Mark Millar, ça leur permet de revenir en arrière, comme pour Heroes Return aussi, de retrouver leurs souvenirs d'enfance avec un gros bébé qui est récompensant en termes de tout ce qu'il y a dedans. De la même façon que pour l'indé, on voit que c'est quand même très chiche. Dans les big news, une seule annonce et c'est une mini-série en 6 numéros. Oui, après en même temps ils font. Urban en fait plus, par exemple. Ah bien sûr. Non, mais la gamme indé de Panini, c'est pas du tout pour ça qu'ils sont connus de toute façon. Oui, c'est pas une critique justement, c'est ce que je dis, ça reste très chiche. Il y a pas d'évolution de ce point de vue-là. Peut-être que les indés qu'ils ont tenté de sortir de chez Aiwa ou TKO n'ont pas fonctionné. Bien sûr, j'en suis quasiment sûr. The Banks par exemple, je pense pas que The Banks ça a pas dû non. Sur la question des Deluxe, alors je sais pas si le format est impopulaire. J'ai vu que des gens le réclamaient dans les commentaires de chaque big news. Enfin, le réclamaient parfois. Ça dépend en fait. Là, ça doit vraiment un truc d'habitude de chacun en fait. C'est même pas, je pense, par rapport à la cohérence des reliures peut-être aussi, qui est un truc que les gens tiennent parfois. C'est l'ancienne reliure, c'était la grande noire blanche là. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien celle-ci. Enfin, tu veux dire le dos? Oui, le dos, pardon. Oui, fatigué. Donc ça c'est pareil, une raréfaction qui va plutôt profiter à l'omnibus et au. Il y a pas eu d'annonce de must-have par exemple. Non, mais parce qu'ils les réservent pas pour les big news. Ouais, parce que c'est le bout de la chaîne où parce que là, j'ai tellement été rentabilisé qu'on peut le bazarder à pas cher. Ouais. Et en plus là, vu que voilà, il y a, je t'ai dit, il événementialise un peu le truc, c'est-à-dire que c'est censé être un peu les bouquins sur lesquels ils ont envie de mettre l'accent parce que c'est des enjeux plutôt important en fait. C'est pour ça que voilà, on se focalise sur les énormes bouquins que constituent les omnibus, sur le lancement d'une nouvelle collection, sur certains titres par rapport à des événements dans d'autres médias qui arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Mais bien entendu, ça représente que la partie une toute petite partie de tout ce qui va sortir. Mais donc c'est intéressant parce que si c'est ça effectivement que eux veulent mettre en avant, c'est un bon état des lieux en fait de l'état, de comment marche le marché comics aujourd'hui. Je voulais pas redire état deux fois, du coup j'ai dit marché et marche ensuite. Je suis T'as pas réussi, ouais. Ouais, comment fonctionne le marché comics aujourd'hui, avec, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, un intéressement à la quantité de pages pour justifier des prix plus élevés qui font monter les CA et qui permettent d'éviter les risques, avec davantage l'apparition d'un format plus luxueux, la multiplication des collections, comme chez Urban, on a Urban Nomad, Urban, le grand Urban, le Urban Comics traditionnel et ses sous-poches de DC Deluxe, DC machin, DC Comics, DC Archives et tout. Là, en termes de contenu, je suis content de voir que justement on n'abandonne pas les archives, que des trucs comme Killraven peuvent sortir aujourd'hui, qu'on n'oublie pas les grands moments des Avengers d'hier, ou même que Ant-Man va pouvoir démarrer et rejoindre ses potes dans le rayon des papiers glacés. Donc dans l'ensemble, il y a comme d'habitude en fait, c'est quand tu fais un bilan, on va dire du catalogue d'un éditeur, t'as toujours une petite partie de comics qui sont vraiment très intéressants à lire, une partie que c'est un peu le tout venant où ça dépend des goûts, ça dépend des sensibilités des uns et des autres ou de l'expérience générationnelle des uns et des autres, et une partie qui est vraiment complètement indispensable et inintéressante. Là, on a parlé de Spencer, on a parlé de Aaron. Ce qui est rigolo parce que c'est les trucs les plus modernes en fait qui sont les moins intéressants proportionnellement à des grands chefs-d'œuvre comme le Daredevil de Quesada. À côté, t'as quand même t'as quand même le Punisher de Aaron qui sauve un peu le tout, je pense, par rapport à Banner of War, par rapport à Avengers et tout. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est comme chaque année, quoi. C'est toujours un peu, en dehors des évolutions, des formats, des tailles, des prix, c'est toujours, il y a toujours à boire et à manger. Il y a beaucoup de personnages qui sont mis dans la boucle, y compris des trucs un peu plus rares.
Je suis content. Enfin, je suis content sans être content. Je sais ce que je vais acheter, en tout cas. Ouais, d'accord. Très, très bien. Et toi, Arnaud, ton bilan? Quel Bon, moment? moi, j'ai pas de bilan. Hein? Moi, je fais pas de bilan, moi. Tu fais un bilan? Non, je fais pas de bilan. Arnaud. Mais non, parce que mon analyse, elle est pas différente de la tienne. Bah, en même temps, on a le même regard aussi, parce qu'on a même la même façon. Les mêmes yeux. Effectivement, c'est vrai. On se les prête, en fait. Alors, il y a déjà ça, effectivement. D'ailleurs, ça pose parfois problème. Mais c'est surtout que j'ai à peu près le même regard, le même positionnement là-dessus que toi. C'est-à-dire que parmi tout ce qui sort, de toute façon, clairement, il n'y a pas du tout tout qui a acheté, en fait, qui a à prendre ou qui a à lire, d'ailleurs, parce qu'on parle d'achat. Il y a d'autres façons d'aborder les bouquins, le prêt entre potes, des commandes auprès des bibliothèques aussi, ou si vous avez vraiment le temps, qui taxent les BD à de leur coloc journaliste, par exemple, ça c'est vraiment assez honteux. Ça c'est vraiment un truc qui est souvent fait, mais surtout non, mais même si tu veux au pire te poser dans une Fnac et lire un omnibus. Après il y en a ils sont toujours là, les mecs qui tiennent les murs à la Fnac, hein. Ouais, non, bien sûr, mais ils ont pas tort du tout de le faire. Bah si, parce que des fois ils lisent, ça dépend quand ils lisent Ecstatix, du coup ils ont pas tort, mais le truc c'est que parfois je sais par contre que t'as ces genres de bouquins souvent émis sous cellophane ou pas. Je pense que c'est peut-être un peu plus dur par contre, franchement, oui, c'est clair que si vous voulez vraiment rattraper Nick Spencer, vas-y, va à la Fnac. Il est pas sous scellé, tu le lis comme ça, et puis voilà. Par contre, faites ça que à la Fnac, parce que il y a des libraires qui galèrent et ils sont pas. Oui, dans les librairies indépendants, faut les soutenir par contre, donc effectivement, faut pas le faire là-dessus, quoi. Mais donc voilà, c'est ça, c'est toujours l'idée, de toute façon, c'est toujours d'orienter vers ces lectures-là, vers les lectures-là, donc, sur l'un ou l'autre omnibus en question, sur l'unique titre indé parce que c'est un bon titre indé, et puis bien entendu d'aller quand même s'intéresser, ce qui est presque contradictoire parce qu'on n'a jamais fait encore d'émission spéciale sur les sorties indé, enfin les annonces des éditeurs indé, mais parce qu'il n'y a pas de tel volume de publication, et donc généralement les sorties des éditeurs indé, on en parle dans les front pages et on met l'accent dessus, par contre, parce que clairement dans les front pages en général on débriefe pas non plus tout ce que sort justement Urban et Panini en général, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs et des choses qui sont vraiment voilà qui intéressent de toute façon les gens qui sont fans et déjà convaincus. Donc l'idée sera plutôt de dire bah voilà, quand il y a un Billionaire Island qui sort, quand il y a un Made in Korea qui sort, essayons plutôt d'aller vers ces titres-là, effectivement, plutôt que dans des sorties beaucoup plus conventionnelles. En tout cas, l'important, voilà, c'était juste une émission qu'on voulait faire un petit peu parce que c'est arrivé à la fin de l'été, que c'était quand même quelque chose dont il fallait à notre sens discuter, parce que vous l'avez vu que au-delà même du programme et des titres en question, ça permet de discuter d'autres points sur des questions plus de stratégie éditoriale, de lectorat, de découpage du lectorat en termes de pas de niveau de vie, mais de capacité en fait de lecture, hein, par rapport au pouvoir d'achat. Merci beaucoup. Des questions qui forcément, en plus, clairement, hein, mais c'est con, mais sur des facteurs beaucoup plus extérieurs, parce qu'on parle en ce moment dans l'actualité de la fin de l'abondance là, de je sais pas quoi, de crise énergétique non, mais disons que ça va aussi avoir un impact sur le pouvoir d'achat aussi dans les loisirs, et que évidemment, forcément ça a aussi une incidence après sur tout ça. Donc de la même façon que, enfin tu vois, je pense à des trucs tout bêtes, le circuit de l'occasion s'est vachement développé grâce à Internet depuis 10-15 ans. Peut-être qu'il y a aussi des nouvelles formes de consommation à trouver. C'est vrai qu'il y a aussi ça. Revendez-le, tu vois. Parce qu'à une époque, il y avait Saint-Michel, ça n'existe plus maintenant. Mais après, sur un temps court, c'est difficile, quoi, de se dire, je vais prendre un bouquin, je vais vite le rendre, parce que toi, tu te perds. Ça devient intéressant pour ceux qui le prennent après en occasion, mais pour toi qui l'a acheté neuf. Oui, non, mais par exemple, regarde, t'as tes 6 premiers tomes de Amazing Spider-Man par Nick Spencer parce que t'es un Yankee et t'as pas envie forcément de lire la suite. Par contre, t'as envie de lire vraiment avec énergie, je ne sais pas, un truc qu'on a listé là, tu les revends à un autre Yankee, tu lui prends sa thune, du coup ça te fait une sorte de prime à l'achat pour le suivant, tu vois. Ça, c'est des trucs qui peuvent exister aussi. Et en plus, ça permet que parce que si vous achetez en occasion, vous n'achetez pas un bouquin qui a été produit expressément pour ça, donc vous ne participez pas à aggraver la crise du papier. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs auxquels moi je crois, tu vois, parce qu'on parle de l'occasion, enfin on parle de la bibliothèque, on parle du prêt. C'est vrai que l'occasion, faut aussi en parler. Mais l'occasion, c'est aussi super important. Moi, j'ai acheté plein de BD d'occasion comme ça, ou revendu des BD d'occasion d'ailleurs. Et en définitive, il y a tellement de trucs à lire dans le passé qu'on peut comme ça considérer que c'est une partie à cultiver, quoi. Tout à fait, ouais. Moi je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. C'est sympa, merci. Un truc à aborder. En tout cas, voilà, on espère que cette émission vous a plu, puisque a priori, on a quand même passé une bonne heure et quelques à discuter de comics voilà. Donc c'est toujours cool de parler de bande dessinée.
N'hésitez pas à nous faire vos retours, que vous avez pensé de ces annonces, s'il y a des choses qui vous intéressent dans le programme de publication, si au contraire vous trouvez qu'il y a trop de collections, trop de prix, trop de machin, vous pouvez aussi également nous en faire part. On aime toujours lire vos réactions sur ces sujets-là qui vous concernent en premier lieu, hein. Évidemment, parce que le lectorat, c'est vous. Et donc, on vous rappelle que vous pouvez... C'est nous aussi. Voilà. Nous, c'est vous. Oui, mais tu m'agaces. On vous rappelle que si vous aimez ce travail, vous pouvez le soutenir tout simplement en partageant les podcasts sur vos réseaux sociaux, en parlant autour de vous. Et si vous le pouvez encore, eh ben, vous pouvez toujours nous soutenir sur notre Tipeee qui est ouvert H24 de façon à avoir de l'avenir de façon pérenne sur le podcast. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut! Salut!